Si t'attends d'être certifié par ton école, par tes parents, pour te lancer, tu peux attendre toute ta vie si tu veux. J'ai accumulé suffisamment d'expérience et de connaissances pour m'auto-proclamer expert du dev perso. Mais personne me donne ce titre. Une école, c'est juste un label. Mais ça veut pas forcément dire que t'es une personne motivée au travail, que t'es une personne qui a une réelle plus-value pour l'entreprise. C'est un gage de qualité, mais ça fait pas tout. Je pense qu'en France, les professeurs sont pas assez payés. Du coup, ça fait que c'est pas assez motivant de devenir professeur. Et du coup, ça fait que ceux qui veulent devenir professeur, bah c'est un peu les restes. C'est pas forcément les meilleurs. Si j'ai une baguette magique, et là, pouf, je te fais ministre de l'Éducation nationale. Ça serait quoi la chose que tu changerais dans l'école? Waouh. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec le créateur de contenu Monsieur Dreamax, qui s'appelle en réalité Cyril. Il a des millions d'abonnés sur différentes plateformes, donc vous l'avez certainement déjà vu et écouté. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que ça a été un étudiant brillant et aujourd'hui diplômé d'une école d'ingénieur. Donc il va pouvoir aussi, on va pouvoir parler non seulement de développement personnel, mais aussi de comment réussir ses études. Et on va parler de pas mal de choses vraiment intéressantes et vraiment spécifiques. Merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Yeah. Alors là, on va vous partager un maximum de valeurs. Moi, je suis content d'être ici et let's go. Si tu as des questions, tu peux les envoyer. Moi, c'est avec grand plaisir. J'en ai une toute première là qui me vient en tête, puisque tu as fait une école d'ingénieur. Et moi, ce que j'entends beaucoup chez les ingénieurs, c'est que ce sont des introvertis qui travaillent seuls de leur côté. Un peu geek avec des lunettes. Geek, etc. Et tu es hyper éloquent, hyper à l'aise. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que tu l'as travaillé ? Alors non, pas du tout. C'est vrai que alors il y a ce cliché. C'est vrai, dans l'école d'ingénieur, en école d'ingénieur, il y a des personnes qui sont très très geeks, mais c'est pas la majorité. Je dirais que en vrai, quand tu regardes un ingénieur, c'est une personne tout à fait normale. Et moi, avant, j'étais un petit gamer dans l'âme, mais en ayant une ouverture d'esprit via les voyages, via YouTube, via les livres aussi, j'ai appris à me bâtir surtout une confiance en moi. Donc ça, c'est super important, un truc qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et ensuite, c'est cette confiance en moi qui m'a permis de réussir mes études, d'entreprendre et de faire tous les projets dans ma vie. Donc c'est vraiment la base. Et ça s'acquiert via la découverte. Plus tu découvres de nouvelles choses, plus tu vas prendre confiance en toi. Ah, tu vas pouvoir nous raconter tes études, ça va être vraiment intéressant. Mais juste avant, aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes. Encore une fois, on pourra y revenir. Mais juste une question que j'aime bien poser, c'est quand tu avais 7-8 ans, donc tu étais un enfant, est-ce que tu avais déjà une vision ? Est-ce qu'elle était vraiment différente ou finalement est-ce qu'elle se rapproche de ce que tu es aujourd'hui ? Alors quand j'étais petit, j'adorais jouer au Lego. Et quand je me disais, quand je serai plus grand, je voudrais devenir un architecte. Parce que je construisais des bâtiments, des maisons en Lego. Et c'était un secteur créatif qui m'avait toujours intéressé. Puis en grandissant, je me disais, architecte, c'est assez saturé. C'est plus si prometteur que ça. Mais les bâtiments, ça m'intéresse toujours, donc pourquoi pas partir sur du génie civil, ingénieur génie civil. Au moins là, je serai toujours dans le bâtiment, j'aurai toujours un métier plus ou moins créatif dans la construction, et ça me plaît plutôt bien. Donc, je finis mon lycée. À l'époque, j'habitais à Singapour avec mes parents, et j'étais parmi les meilleurs de ma classe. Après, j'avoue, j'avais toujours eu des facilités à l'école, surtout en mathématiques et en physique, et j'intègre la prépa Janson de Sailly, pour ceux qui connaissent, en MPSI puis PSI. Et puis là, vient les concours. Je passe. Alors moi, je suis en fou. J'ai passé tous les concours, Polytechnique, mine, centrale et les CCP. Okay. J'avais pas forcément le niveau pour mine, centrale et Polytechnique. Alors là, encore moins, parce que c'était très très dur. Mais c'était, on va dire, c'était un échauffement pour CCP. Et là, CCP, j'ai réussi finalement à réaliser mon rêve d'enfant qui était d'intégrer une école d'ingénieurs spécialisée justement dans le génie civil. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi génie civil ? Ah, génie civil, c'est la construction des bâtiments. Donc par exemple, on a cette pièce, il y a bien quelqu'un, un ingénieur, qui a évalué, par exemple dans le mur, l'isolation qu'il faut avec les bons matériaux, les bons prix. Et tous les bâtiments, on a besoin d'ingénieurs génie civil. Ok. Et du coup, tu as dit que tu avais vécu à Singapour, c'est ça ? T'es né là-bas ou t'es né en France ? Non, pas du tout. Je suis né en France. Okay.
Mes parents, alors j'aime beaucoup l'histoire de mes parents aussi. Bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Mais mes parents, ils sont venus en France. Ils parlaient pas un mot de français parce que eux, ils sont venus suite à la guerre du Vietnam. Et Ok. ça fait que moi, j'ai grandi. Enfin, je suis né dans un HLM dans le 93. Et puis mes parents, ils en veulent, ils travaillent dur et peut-être que ça a été un modèle pour moi aussi. Et ils montent les échelons dans leurs entreprises. Mon père, c'est un ingénieur informaticien et ma mère, une pharmacienne. Et ça fait que voilà, ils obtiennent des promotions jusqu'à un jour obtenir une promotion pour aller travailler à Singapour. Et c'est là où j'ai été expatrié et j'ai fait mes études à Singapour au lycée grâce au travail de mes parents. Et c'est ça qui m'a ouvert aussi pas Et mal de t'avais quel portes. âge là? Là, j'avais de 15 à 18 ans, Ok. le lycée, ouais. C'est super intéressant parce que du coup, c'est l'âge aussi où bah, tu commences à avoir vraiment des amis, à être plus libre, Ah plus ouais. collé à tes parents. Donc, ça t'a pas fait un choc par contre de quitter tes amis? Euh, alors non, parce que le destin a fait que un de mes amis à Singapour s'est retrouvé dans la même classe que moi à Paris, à Janson-de-Sailly, en prépa. Ça fait Ok. que j'ai pas perdu mon repère et là, à l'heure actuelle, on est encore amis. Euh, et et c'est vrai que quand tu traverses des moments difficiles, je pense surtout aux études supérieures, aux prépas, etc., eh bien, ça renforce les liens d'amitié. Donc, non, disons, tu perds jamais vraiment. Les bons amis, tu les perds pas. C'est ceux qui restent. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu as fait cette prépa avec ton ami. Et on entend un peu tout sur les prépas. Il y en a qui disent que c'est les meilleures années de leur vie, d'autres qui ont détesté et du coup, c'est les pires. Toi, tu as eu quel ressenti? Donc, prépa MPSI, Et PSI, ouais. PSI, voilà, c'est vraiment des prépas d'ingénieurs hein, pour ceux Ouais, qui. MPSI, c'est maths, physique, sciences d'ingénieur. Et Ok. PSI, c'est physique, sciences d'ingénieur. T'enlèves juste le M. Euh, alors, en fait, ce qui est. Ouais, la prépa, c'est très particulier. J'ai à la fois détesté et adoré. Dans le sens où, sans la prépa, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Parce qu'en fait, la prépa, c'est tellement difficile que ça te forge à l'avenir et au monde professionnel plus tard. En fait, quand tu as goûté à la difficulté, quand tu as goûté à des charges de travail de 8 heures du matin à 23 heures non-stop, eh bien derrière, tout devient facile. Là, dans mon travail actuel, il suffit juste que je me dis, c'est un peu compliqué. Après, je repense à la prépa, je me dis, non, c'est pas compliqué. Donc, on va dire que c'est formateur, très très formateur. Et c'est pas en soi les connaissances pures que tu vas apprendre en prépa qui vont être utiles pour plus tard, mais ça va être la capacité à accumuler des charges de travail sans faire de burn-out. C'est ça qui est Et intéressant. t'as pas fait de burn-out? Moi, non. Juste, bon, j'ai perdu quelques petits cheveux, mais j'ai envie de dire, c'est assez commun. Mais effectivement, faut pas négliger sa santé. Et je pense que la réussite d'un élève, c'est pas ce qui se passe dans l'école, mais c'est ce qui se passe tout autour. Et notamment, ouais, la santé, c'est super important. Une vie sociale, c'est super important. Et le fait d'avoir les deux, là, ça va te permettre d'améliorer tes notes et tes révisions. Donc pour toi, dire oui, je vais pas sortir avec des amis parce que je dois me concentrer sur les études, je vais pas faire de sport parce que j'ai pas le temps, c'est une mauvaise idée. Il y a une limite. Après, il y a sortir et sortir. Si c'est une petite soirée chez un ami où tu passes un bon temps et tu renforces des liens qui sont importants pour toi, aucun souci. Mais si c'est juste une soirée parce que ouais, il y a toute la promo qui sort en boîte et ouais, let's go boire de l'alcool, etc. Ça dépend, avec modération. Toi, tu bois de l'alcool ou pas? Quand j'étais étudiant, je buvais pas mal, ouais, par pression sociale, je dirais. Maintenant que j'ai grandi, je me suis rendu compte que l'alcool, objectivement, c'était pas quelque chose que j'aimais boire. Mais j'en bois toujours pour les fêtes. Mais sinon on va dire 365 jours de l'année, j'en bois pas, quoi. Ok. Et j'ai l'impression moi, qu'il y a une mode autour de il faut stopper l'alcool et en fait ça va rendre ton cerveau beaucoup plus puissant, tu vas te concentrer. T'es Après, d'accord ou pas? après ça, c'est sûr, si l'alcool, ça a des enfin, ça a des mauvais effets sur le cerveau. Ça, c'est sûr. Mais je pars du principe que on est des êtres humains. Il faut expérimenter, toucher à tout. Bien sûr, sans tomber dans les excès. Donc, à chacun de faire son propre avis. Je pense ceux qui nous écoutent, ils sont assez grands et matures pour savoir qu'est-ce qui est bon pour eux ou pas. Et effectivement, dans une optique de maximiser ses concours, maximiser ses notes, bien sûr limiter l'alcool, mais après, si c'est occasionnel, c'est pas trop grave.
Je vois. Et du coup, pourquoi tu as choisi de faire une prépa? Parce que finalement, tu aurais pu faire une école d'ingénieur tout de suite après le lycée. Hmm. Tu aurais même pu... tu nous as un peu explicité pourquoi tu n'avais pas choisi d'autres filières. Mais pourquoi vraiment tu t'es dit, je veux faire une prépa de 2 ans, parce que tu savais que c'était très intensif? Tu sais, moi, au début, j'avais peur de la prépa. Je me suis dit, ah non, il y a trop de travail. Moi, je suis pas un fou. J'ai pas envie de perdre des cheveux et faire un burn-out. Et en fait, quand j'étais au lycée, justement, comme beaucoup d'étudiants, comme beaucoup de lycéens, je savais pas quoi faire. Et je vais voir, du coup, mon professeur de maths, qui était aussi un conseiller d'orientation. Et il me dit, toi, Cyril, t'es excellent. T'es vraiment, si ce n'est le premier de la classe, sans vanter, hein, mais tes résultats, ils sont exceptionnellement bons. Et ça serait du gâchis pour toi de pas faire de prépa. Vraiment, il m'a dit ça, je me suis dit, ok, il faut que je fasse une prépa, juste au moins pour honorer mon professeur de maths que j'aimais beaucoup. Et c'est grâce à lui que j'ai décidé de faire une prépa. Et en plus, il a bien prédit parce qu'il a dit, toi, je te sens bien faire Janson de Sailly. Alors qu'à l'époque, on n'avait même pas les résultats. Il y avait même pas. C'est quoi la Parcoursup, ouais. Je suis la première génération de Parcoursup et on n'avait pas les résultats, mais ils savaient déjà ce que j'allais faire. Et c'est une prépa qui est réputée, c'est dur d'y entrer. Comment t'as fait pour... Ouais, quand même. Après, c'est pas la plus réputée. Il y a toujours plus haut, hein. Il y a Hoche, Louis le Grand, etc. Mais quand même, c'est assez sélectif. Et là où, au lycée, j'étais premier de la classe, directement en prépa, en fait, t'es entouré de la crème de la crème de la crème. Moi, j'étais un élève milieu de classe, quoi. Sans plus. Ok. Mais du coup, t'as pu facilement y accéder, c'est après que c'est devenu dur. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, j'ai remarqué, il y avait plusieurs profils. Il y avait des personnes qui ont toujours été excellents, donc au lycée, en prépa et en école, c'est les tops du top. Donc eux, ils ont pas de soucis au niveau études. T'as des personnes qui étaient moyens au lycée et qui sont devenus bons en prépa à force de travail. Donc ça, c'est cool. Et t'as des personnes comme moi qui étaient très très bons au lycée et qui sont devenus moyens en prépa. Ça, c'est le cas banal, on va dire. Et ensuite, du coup, t'as intégré une école d'ingé. Voilà, c'est ça, exactement. Et laquelle? C'était l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. Ok. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, c'est beaucoup plus facile qu'une prépa, hein. Là, ça se rapproche beaucoup plus d'un cadre universitaire avec les cours magistraux et les TD. Je dirais que de manière globale, hmm, là, tu vis beaucoup plus la vie étudiante, pour le coup. De manière globale, quand je suis entré en école d'ingénieur, il y avait deux types de profils d'étudiants. Il y avait ceux qui se relâchaient, et là, tu voyais leurs notes dégringoler, et il y avait ceux qui maintenaient le cap. Et moi, je faisais partie de ceux qui ont maintenu le cap, et je me suis dit, j'ai gardé une même charge de travail. En fait, en prépa, on me demandait ça, et là, d'un coup, on me demande ça. Et moi, je m'étais habitué à un haut niveau de travail. Et c'est pour ça que j'ai développé un projet entrepreneurial qui était les vidéos à côté de mes études pour justement garder ce rythme de travail. Équilibré. Ouais, Ok. équilibré. Et du coup, pourquoi en fait tu t'es lancé sur les réseaux? Parce que j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que c'est aussi l'émergence des formats courts, donc sur TikTok et ensuite Instagram Reels, qui t'a vraiment fait connaître. Mais du coup, à l'époque, enfin moi je me souviens, je crois que c'était pendant le Covid, vraiment le TikTok, on se disait c'est pour regarder des vidéos de chats et des danses. Et toi, tu faisais pas des vidéos de chats et des danses? Non, alors, pour la petite histoire, malheureusement, pendant mes concours d'ingénieur en 2020, c'était la période de Covid, mon père est décédé, justement. Il avait une autre maladie, mais parce que les hôpitaux étaient saturés, il n'a pas été pris d'urgence et c'est comme ça qu'il est décédé. Moi, ça m'a fait un gros choc. Je me suis dit, bah, ouais, c'était du jour au lendemain. Il a eu un parasite et il est mort infecté. Et, je m'en rappelle, là, j'ai eu le temps de bien réfléchir, sachant qu'en plus, les examens, ils étaient repoussés. Et je m'en rappelle, c'était pour mon dernier examen, pour mon dernier concours, c'était l'épreuve de français des mines. Je suis devant ma copie. Je sais que dans tous les cas, je vais pas intégrer les mines. C'est une école qui m'intéresse pas et je sais que c'est trop dur pour moi. Et je me dis, je vais faire gagner du temps au correcteur, je vais rendre copie blanche. Mais j'ai pas envie de partir. J'ai envie de réfléchir sur moi, ma place, ce que j'ai envie de faire.
ce que je veux réellement. Et donc pendant 4 heures, je regarde ma feuille blanche comme ça, et je me pose plein de questions sur le sens de la vie, sur mes études, mon orientation. Et je me dis, j'ai envie de faire du YouTube. Pendant tout petit, j'ai regardé plein de YouTubeurs, c'est quelque chose que je connais très bien, et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et c'est là où, pendant 4 heures, j'ai fait ce choix de, ok, dès que je rentre en école d'ingénieur, je me lance sur YouTube en parlant de conseils sur le développement personnel. Parce que justement, le développement personnel, c'est ce qui m'a permis de faire mon deuil, de grandir et d'avoir cette confiance en soi. Et t'en as vraiment fait une force. Exactement. Ok, bah, surtout si c'est du jour au lendemain, ça a vraiment été dur. Comment sur le court terme, parce que peut-être que bah, justement, il y en a qui vivent cette situation, qui nous regardent. Nous, on a des élèves, parfois pendant leur préparation à Sciences Po, aux écoles de commerce, ils ont quand même des concours durs. Et du jour au lendemain, pareil, ou alors des maladies graves qui touchent leurs parents, leur entourage. Comment tu as géré ça dans l'immédiat? En fait, il faut voir un événement comme un événement. C'est-à-dire que voilà, ça se passe, toi, tu peux juste regarder. Maintenant, ce qui est intéressant, et là où tu as le contrôle, c'est ta réaction face à l'événement. Et franchement, j'aurais pu avoir 2 réactions. Soit je me disais, ah là, je perds un proche au mauvais moment, ça me donne plus la force de rien faire et je me morfonds et les concours, c'est pas grave, je retape, je fais une 5,5, je cube et je repasse l'année prochaine. Ou soit, justement, je me dis, mon père, il aurait aimé tout de même que je réussisse ces concours, que je me donne à fond et que je me laisse pas abattre. Et je me suis dit, ok, je préfère cette version de l'histoire, c'est celle-là que je vais me raconter. Et justement, au quotidien, je travaille dur pour faire honneur à mon père et faire en sorte que tout ce qui m'a appris, légué et enseigné pendant mon enfance, je vais en faire quelque chose de bien. Et c'est dans cette narrative que j'ai transformé ce qui pourrait paraître comme un événement difficile en la meilleure force qui me soit arrivée pour accomplir mes projets. Ah, c'est hyper inspirant, c'est du stoïcisme. C'est du stoïcisme à l'état pur, ouais. Mais à l'époque, je savais pas que ça s'appelait le stoïcisme. Ah ouais, tu l'as quand même... Je l'ai fait inconsciemment. Intuitivement, ok. Ouais, intéressant. Et surtout que, comme tu le disais, ton père, ça devait être quelqu'un qui travaille beaucoup, pour qui c'est important. Et je pense que ça peut être intéressant. Tu parles de l'histoire de tes parents, tu l'évoquais un petit peu au début. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Ouais, mon père, c'était quelqu'un de très intelligent. J'ai jamais réussi à le battre aux échecs. À chaque fois, il me battait à plat de couture. Et lui, en fait, il est arrivé en France à 13 ans. Il parlait pas du tout français, hein, il parlait que vietnamien. Mais il a appris quand même, à la dure. Il a fait un bac scientifique, donc ce qui est déjà énorme pour un étranger. Bah ouais. Et il a intégré, il me semble que c'était Orsay, l'informatique. Et du coup, il a été diplômé. Et ensuite, il est devenu ingénieur informaticien. Et ça, pour un étranger, moi, j'ai un total respect pour mon père, parce qu'il a géré de ce point de vue-là. Ensuite, lui, ça lui suffisait pas. Donc, voilà, dans sa boîte, il a gravi les échelons. Et il s'est dit, OK, maintenant, j'ai de l'argent de côté, je vais commencer à investir en immobilier. Et vers la fin de sa vie, c'était un investisseur. Ok. Et c'est un projet pour toi aussi ? Plus tard, c'est pas d'actualité, mais pourquoi pas plus tard, ouais. Mais je vois que tu fais pas mal de vidéos quand même sur l'éducation financière. Ah, c'est important, ce serait important. Je pense à l'école, pour moi, c'est dommage, on n'apprend pas assez aux gens d'où vient l'argent, surtout comment faire pour en gagner et surtout qu'est-ce qu'on doit faire pour être le plus valorisé possible sur le marché du travail. En fait, l'argent... ça, c'est un ami millionnaire à moi qui a plusieurs boîtes, il m'a dit ça. Il m'a dit, l'argent, tu peux que l'avoir de 2 manières possibles. Soit tu voles, donc ouais, je te prends ton portefeuille, je te pique, mais ça, c'est pas bon. C'est la mauvaise manière d'obtenir de l'argent. Ou soit je t'apporte de la valeur et en échange de cette valeur, tu vas venir me payer. Et en fait, en comprenant ça, il faut savoir c'est quoi la valeur que je peux apporter aux employeurs. Ou c'est quoi, si t'es entrepreneur, c'est quoi la valeur que je peux apporter aux clients. Et en maximisant ta valeur, donc c'est par tes compétences, par ta créativité, par ce que tu proposes, eh bien là, tu vas être mieux rémunéré.
Et quand tu es étudiant, tu te dis, plus je fais des études, mieux je serai rémunéré, alors que c'est pas forcément le cas. Justement, plus tu fais des études, en vrai, c'est ça la vraie phrase, plus tu fais des études, plus tu acquiers des compétences et plus tu seras rémunéré. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui grillent un peu les Ouais. étapes. Mais si tu fais des études mais que tu apprends rien, ouais, je vais pas cracher sur certaines filières, mais il y a des filières où tu apprends moins de choses que d'autres. Et du coup, forcément, à la sortie de ton bac+5, et bah, tu seras pas payé de la même chose parce que t'as pas accumulé assez de compétences valorisées. Après, il y a aussi des hacks, enfin des diplômes d'école qui sont hyper reconnus. Et du coup, quelqu'un peut avoir un super poste parce qu'il sort d'une grande école, alors que peut-être que quelqu'un qui sort d'une moins bonne école est meilleur. Ouais, une école, c'est juste un label. C'est Ouais. juste, ouais, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait Polytechnique, bam, t'as un tampon certifié Polytechnique. Mais ça veut pas forcément dire que t'es une personne motivée au travail, que t'es une personne qui a une réelle plus-value pour l'entreprise. C'est juste, on va dire, c'est un gage de qualité, mais ça fait pas tout, clairement pas. Et derrière, en fait, hormis la compétence pure, ce qui fait vraiment la différence dans le monde du travail, c'est la personne, c'est l'humain qui y a derrière. Parce qu'en réalité, une fois que tu sais apprendre n'importe quelle compétence, bah, tu peux embaucher, on va dire, n'importe qui sort d'école d'ingénieur. Mais ce qui fait la différence, c'est est-ce qu'il en veut le mec? Est-ce que est-ce qu'il est capable de s'adapter? Est-ce qu'il est motivé pour faire croître l'entreprise? C'est vraiment ça qui va faire la différence. Tu y crois, toi, aux grandes écoles? Moi, j'y crois. Je pense que dans les grandes écoles, ça t'offre une capacité d'apprentissage qui est énorme. Euh, dans le cercle parisien, bah, c'est comme ça, hein, c'est peut-être une injustice, mais moi je l'ai vu, c'était vraiment des enfants de bonne famille, avec des moyens plutôt aisés, alors que quand j'étais petit, c'était plutôt la classe moyenne. Donc c'est à la fois un ascenseur social et euh, un, un moyen d'augmenter sa force de travail. Mais, je pense que l'école a cruellement besoin d'une mise à jour, notamment dans la fonction pédagogique. C'est pas parce que tu es bon en maths que tu es un bon prof de maths. Pour moi, ça manque un petit Mm. peu l'aspect pédagogique à l'école. Autre chose, c'est la valeur des notes. Quand j'étais étudiant, moi, je pensais que parce que j'avais une mauvaise note, j'étais un mauvais élève et que j'étais une mauvaise personne. Alors que pas forcément. Justement, l'erreur, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc ça manque un petit peu à l'école, le fait d'être indulgent vis-à-vis de l'erreur. Et effectivement, autre chose, je trouve que l'école, même si moi, de manière globale, je trouve que c'est très très bien, vaut mieux un système éducatif que pas de système du tout. Dernier point, c'est que l'école, ça reste quand même une bulle, je dirais, qui est trop fermée. C'est-à-dire, les gens qui sont en école, ils se rendent pas compte du marché du travail en Mhm. dehors. Et on n'est pas assez au contact avec les entreprises, avec l'économie, avec les salaires aussi. Moi, je me rappelle, j'ai fait une école d'ingé, je n'avais aucune idée de Mhm. j'allais être payé combien à la sortie, alors que on devrait avoir une fourchette. Bah, ce que tu as dit tout à l'heure, où je te donne de la valeur, tu me donnes de l'argent, c'est vraiment hyper simple. Mais en fait, je suis sûre qu'il y a la moitié de la population qui ne le comprend pas. Et si on leur dit demain, fais une entreprise, ils vont même pas partir de ce principe-là. Ils vont me dire, ah, je sais pas, j'ai un ami qui a un resto, je fais un resto. Mais ils vont pas réfléchir sur ce socle-là de qu'est-ce que j'apporte. Et en fait, c'est la base d'une réflexion qui va amener à qu'est-ce que j'apporte de différent, qu'est-ce que j'apporte de mieux que la concurrence, etc. Et j'ai Ouais. l'impression que ça manque. Ça manque beaucoup et surtout le gros piège, hein. Pour moi, c'est un gros piège là, que l'école donne. Le piège, c'est de corréler son temps avec sa valeur et ses efforts. C'est-à-dire que, oh bah, si je travaille 70 heures, normalement, je devrais être payé 2 fois plus qu'un mec qui travaille que 35 heures. Mais non, en fait, c'est une histoire de valeur. Si justement, tu arrives à apporter de la valeur, énormément de valeur en 1 heure, mais moi, je te paye 10 fois plus que quelqu'un qui m'apporte exactement la même valeur qu'en 10 heures. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'on l'apprend soit. Enfin, on a eu un déclic, je pense que tu as eu un déclic pour apprendre ça. Moi, je me souviens quand j'étais petite, on m'avait dit que un avocat, ça touchait à peu près à 100 € de l'heure.
ce qui est totalement faux, en fait, ça dépend de plein de choses. Et du coup, j'avais calculé, du coup, si je deviens par exemple avocate et que je fais X heures, je gagnerai tant. Et j'avais totalement exclu le fait de la notoriété, le fait de gagner des procès, alors que, en fait, c'est quand même très... C'est complètement obsolète, mais ça vient aussi de l'école qui dit que plus tu travailles d'heures, plus tu as de notes au concours, et tout est calibré par les heures parce que tu as ton emploi du temps, tu fais à peu près 30 heures, 1 heure de physique-chimie, 2 heures de SES, et plus tu as une matière, plus tu as d'heures dans une matière, plus elle est coefficientée, donc plus elle est importante. Et je pense que ça vient vraiment de l'école. Ouais. Alors moi j'ai une question pour toi. Si j'ai une baguette magique et là, pouf, je te fais ministre de l'Éducation nationale, ça serait quoi la chose que tu changerais dans l'école? Waouh. Je pense que je mettrais plus de profs du terrain. Ok. C'est-à-dire parce que on a... Personnellement, alors je dis pas que tous les profs qui ont toujours été profs étaient mauvais et tous les profs qui avaient fait d'autres métiers étaient bons, hein, c'est une tendance. Mais les meilleurs profs que j'ai eus, c'était des profs qui venaient en fait du terrain. Par exemple, un professeur d'histoire géo qui en fait avait été historien, qui avait travaillé. Donc moi je viens d'une petite région qui est l'Ardèche, il avait travaillé dans les grottes, il avait fait de l'exploration, etc. Donc oui, les meilleurs profs que j'ai eus, souvent ils avaient un métier tout autre, et comme ça ils pouvaient combiner leur capacité de professeur avec d'autres recherches qu'ils avaient appris directement sur le terrain, et ça faisait une valeur énorme. Et comme tu dis, ils étaient plus au fait aussi quand ils avaient été, par exemple, on avait un prof de maths qui pendant des années avait eu son entreprise, etc., des fois, il nous faisait des petites digressions, tout simplement pour nous apprendre des choses fondamentales quand tu as ta boîte, quand tu dois négocier, etc. Surtout que les professeurs, encore une fois, ils doivent se vendre parfois pour être acceptés dans une école, mais la plupart, quand tu travailles dans le public, que tu es fonctionnaire, il y a moins cette compétition acharnée. Par exemple, si tu veux travailler dans la finance pour un grand cabinet de comptable, tu vas devoir vraiment, il y a 100 CV, faut te démarquer sur ton CV, faut te démarquer devant la personne. Et ouais, je pense que je ferai beaucoup plus d'intervenants qui viennent du terrain. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, excellent. C'est vrai que les professeurs aujourd'hui sont pros dans la théorie, malgré eux, hein. Et ça manque de concret, ça manque de pratique. Et effectivement, avoir une personne qui a à la fois la base théorique et la pratique avec elle, je pense que c'est un très bon professeur. Ouais, et c'est vrai que oui, en fait, un professeur, tu passes en fait quasiment plus de temps. Alors c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais si on calcule, tu passes plus de temps avec tes professeurs qu'avec tes parents Ouais, dans c'est une vrai journée. ça. Ouais, quand t'es étudiant, ouais. Et Ouais. il y en a même, nous on le voit avec nos élèves qui nous disent, voilà, mon père ou ma mère travaillent énormément, donc je la vois que le week-end, mais ils bossent aussi. Donc en fait, ils passent limite plus de temps avec nous, avec leurs professeurs du lycée, qu'avec leurs parents. Et du coup, si l'école, surtout qu'elle a voulu... avant, l'école, c'était quand même moins... il me semble que c'était à partir de l'adolescence, etc. Donc depuis quand même pas mal d'années, c'est depuis 2 ans. Mais du coup, elle s'est voulu vraiment avoir ce rôle des petits, et du coup, elle doit l'assumer un peu jusqu'au bout. Et pour toi, pourquoi est-ce que tu trouves que l'école est obsolète? Est-ce qu'il y a d'autres raisons par rapport à... Alors, j'ai pas dit que l'école était obsolète, Ah ok, loin de là. moi je pense qu'elle est obsolète. Ok, Ok. intéressant. Moi, je pense que, encore une fois, on vit dans un monde où on a tendance à trancher de c'est bien, c'est pas bien, Ouais. c'est blanc, c'est noir. Je pense que la réalité, elle est entre les deux. C'est plus une nuance. C'est-à-dire, il y a du bon à garder, il y a du mauvais à rejeter. Euh, Déjà, je pense que tu as les études et tu as l'éducation. Les études, c'est tout ce que tu apprends dans l'école. L'éducation, c'est tout ce que tu apprends en dehors. Ce qui fait la différence, et moi j'en suis sûr à 100%, c'est l'éducation. Et c'est pour ça que les petits, tu les mets dans la même école, ils n'auront pas la même réussite parce que voilà, il y a des parents, ils vont avoir des cours particuliers, il y en a d'autres, ils habitent plus loin, il y en a à la maison, c'est jeux vidéo, il y en a d'autres, c'est livres. Bref, il y a beaucoup d'inégalités au niveau de l'éducation, mais les études, c'est standardisé. Et je pense que si tu veux avoir accès à des grandes études, justement, la différence, elle va se faire au niveau de l'éducation, donc en dehors. Et je pense que c'est pas obsolète dans le sens où
Moi, j'ai des super amis que j'ai rencontrés à l'école et d'ailleurs, les personnes avec qui je travaille actuellement dans l'entrepreneuriat pour faire mes vidéos, ce sont des personnes que j'ai rencontrées à l'école. Donc, il y a l'aspect social qui n'est pas à négliger. Euh, Dans l'aspect apprentissage, je suis d'accord, il y a des choses à revoir. Mais en fait, ça dépend, ça s'adresse à qui. Toi et moi, on est des entrepreneurs, donc on n'est pas le bon profil. Mais il y a des personnes qui sont pas faits pour être entrepreneurs, qui sont pas faits pour être indépendants et qui sont faits pour travailler pour quelqu'un. Or, l'école, c'est un excellent moyen pour apprendre à une personne à être disciplinée envers une autre personne, envers un professeur qui plus tard sera un patron. Après, l'idée, c'est bien choisir son professeur idéalement, bien choisir son patron idéalement. Mais je suis sûr que dans la majorité du temps, l'école est plus bénéfique pour ceux qui souhaitent travailler pour quelqu'un que l'inverse. Mais pas tout le monde est entrepreneur, malheureusement. Ouais, totalement. Non, quand je disais que c'était obsolète, je pense que, comme tu as dit, ça a vraiment besoin d'une mise à jour et ça devient grave. Mais évidemment, je pense que ça reste nécessaire. Là, si tu me dis, ce serait. Parce qu'il y en a qui disent que ce serait mieux, finalement, qu'il n'y ait pas d'école. Comme ça, les gens feraient ce qu'ils voudraient et ils Non, ne c'est un perdraient pas peu 18 ans de utopique. leur vie. Il suffit de regarder compliqué. juste les pays qui n'ont pas d'école, Ouais. tu compares les QI et c'est tout. Ouais, c'est Mais, sûr. il y a toujours des mais. C'est sûr. Mais Il y a des agent- exceptions, mais tu bâtis pas sur les exceptions. Ouais, exactement, il y a des exceptions, notamment en Asie, il y a beaucoup de suicides. Et d'ailleurs, à Janson-de-Sailly, ça c'est un peu tabou chez les Jansoniens, mais dans mon année, il y a eu un suicide d'une personne que j'ai rencontrée Ok. qui voulait absolument Polytechnique. Vraiment, il était matrixé par les études et Polytechnique. Il était d'origine chinoise d'ailleurs. Il avait redoublé. Et puis, juste avant de passer les concours, je pense qu'il savait qu'il allait pas avoir Polytechnique et il avait tellement accumulé de pression que dans sa tête, il a fait le choix rationnel de OK, je préfère mettre fin à mes jours, ce qui est grave hein, quand même, hein, plutôt que d'avoir la honte de rater Polytechnique. Et on est Ouais. arrivé à ce niveau pour certaines personnes. Après, ça reste une exception, mais voilà, c'est une des dérives de l'excellence des études. Ouais, ça c'est horrible. Et tu sais si ça venait de lui ou si aussi on lui mettait peut-être la pression à la maison? Là où je te disais que les amis c'était très important, lui c'était quelqu'un de très solitaire. Ok. Donc il n'y avait rien qui le rattachait socialement à l'école. C'est vrai que moi j'avais très peu de connaissances du monde asiatique. J'ai fait un voyage au Japon, donc je dirais pas du tout que je suis une experte, hein. C'est vraiment très léger, mais j'étais très surprise de voir à quel point ils choisissaient même les écoles maternelles, c'est-à-dire que les Japonais, ils se faisaient un peu, enfin c'était vraiment une lutte sans merci pour mettre leurs enfants dans les meilleures maternelles, donc les enfants ont 3-4 ans, parce que quand tu mets ton enfant dans les meilleures maternelles, il y a plus de chances qu'il aille dans les meilleures primaires, et ensuite, enfin l'équivalent en tout cas, des meilleures primaires, et puis après le meilleur collège, le meilleur lycée, et finir dans les meilleures universités. Et donc dès 3 ans, 4 ans, les parents font une guerre pour vraiment placer leur enfant, quoi. Ouais. Bah, après, tu regardes l'Asie, ils ont un système éducatif qui est voilà, très rigide, très performant. Et après, il faut regarder l'économie aussi derrière. Moi, je pense, après, c'est mon avis personnel, je pense qu'en France, les professeurs sont pas assez payés. Du coup, ça fait que c'est pas assez motivant de devenir professeur. Et du coup, ça fait que ceux qui veulent devenir professeur, bah, c'est un peu les restes. Et c'est pas forcément les meilleurs. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai une question. Toi qui aides les étudiants et qui penses aussi que les études ou l'école c'est obsolète, pour moi c'est pas très compatible. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Ouais, c'est intéressant. Je te remercie de poser la question. C'est vrai que nous, on a beaucoup de mal à structurer la prépa parce que on cherche en fait des professeurs qui sont vraiment passionnants. Et ça, c'est très dur à trouver parce que tu l'as pas sur le CV. Personne, quand tu vois une photo de personne avec son CV et une petite description, tu sais absolument pas s'il va passionner l'élève ou pas. Et pourtant, moi, c'est le critère numéro 1 de réussite. Et en fait, il n'y a pas le choix que de tester la personne. Donc, on fait vraiment des grosses sélections où on a j'exagère un peu, mais chaque mois, en tout cas, on a plus d'une vingtaine de professeurs qu'on va auditionner. Et ensuite, on va essayer de les attribuer aux élèves si on pense qu'ils sont vraiment à la fois compétents et passionnants. Parce que tu le disais très bien, un professeur de maths qui est extrêmement bon en maths, c'est pas forcément un bon professeur. Il est juste très bon en maths. Et nous, on s'est rendu compte,
je pense que tu as fait aussi cette expérience, que parfois tu adores un professeur, par exemple un professeur d'histoire, et tu deviens super fort dans la matière. Tes notes vraiment passent de 12 à 18, tu sais pas pourquoi. Et quand il parle, vraiment, t'es suspendu à ses lèvres. Si tu l'as de 8 à 10, t'es limite content le matin. Et à l'inverse, quand tu changes de prof, bah, tu te mets à détester la matière si ce prof, bah, juste, il lit en fait les PDF de l'éducation nationale sans y mettre l'intonation, sans y mettre d'histoire, etc. Et pour moi, c'est la vraie différence. J'ai jamais eu, je crois, un prof incompétent, c'est-à-dire bah, un prof de maths qui savait pas faire les maths, un prof d'histoire qui connaissait pas l'histoire. Et peut-être, j'ai des élèves par contre qui ont ce récit, qui disent, parce que certaines écoles sont en manque de profs, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de profs incompétents. Par contre, il y a énormément de professeurs qui font pas vivre leurs cours. Et ça, c'est aussi important. Je vais peut-être faire des ennemis en Ouais, disant parce ça, mais... ils ont pas été formés à la pédagogie, alors que la pédagogie, c'est un art à part entière. C'est aussi, comme tu dis, une vocation. Moi, pour moi, professeur, c'est un peu comme médecin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir envie au-delà de l'argent. Mais comme tu l'as dit, l'argent est une motivation. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Si le salaire était plus élevé, peut-être plus de professeurs. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui disent, j'ai envie d'être professeur, j'adore enseigner. Mais voilà, ça va pas suffire pour mon foyer, pour là où je veux vivre, etc. X euros par mois, ça va pas être suffisant. Et ok, j'ai des vacances, mais ça m'intéresse pas. Et du coup, ils vont se diriger vers un autre Ouais, truc. bah, quand tu recherches un travail, moi je dis toujours, faut rechercher 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'argent. Le deuxième niveau, c'est l'épanouissement personnel. Et le troisième niveau, c'est le changement que tu apportes dans le monde. Et t'as les trois, c'est les 3 meilleures formes de reconnaissance. Ouais, c'est très juste. Toi, tu penses remplir les trois? Ouais, ah ouais, et j'ai bien réfléchi là-dessus. Est-ce que mon métier, je gagne de l'argent? Oui. Est-ce que mon métier me permet de me développer personnellement, de progresser? Oui. Et est-ce que je change le monde en faisant mon métier? Ouais, j'espère que oui, sinon je ferais pas ce que je fais. Ah, c'est super intéressant. J'avais un petit peu ce discours, mais du coup, tu l'as théorisé, c'est Ouais, encore c'est ça. plus intéressant. Bah en fait, pendant la copie blanche là, je me demandais c'est quoi le sens de la vie. Et j'avais pris l'exemple d'un médecin. Je me suis dit Mm. pourquoi tu fais médecine? Et je me suis dit, il peut répondre 3 cas possibles. Soit c'est pour l'argent, soit c'est parce qu'il aime ça, ou soit c'est parce qu'il veut aider les autres. Ou soit c'est les trois. En général, je pense qu'on est dans les trois, mais à des proportions différentes. Ah non, mais je retrouve ça aussi chez les élèves, et c'est marrant parce que des fois, ils ont pas du tout, par exemple, les mêmes idées politiques, et du coup, ils veulent... Enfin, par exemple, je parle surtout de nos élèves à Sciences Po, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément d'élèves à Sciences Po qui sont plutôt de gauche, mais il y en a aussi En de général, droite. les étudiants sont plutôt de gauche. C'est Mais vrai. après, en grandissant, tu deviens de droite. Ouais, En on pourra en reparler, c'est Ouais. intéressant. Et du coup, ils disent que leur volonté, bah oui, c'est d'avoir un bon salaire, etc. Mais c'est vraiment d'avoir du sens, c'est-à-dire que tu es pas, que tu as ton mot à dire, et même si ton impact, voilà, on n'est pas tous Elon Musk ou des gens qui sont dans le gouvernement et donc leur action ont des gros impacts. Mais je pense pas que si tu as même une toute petite action, ça peut empêcher, bah, comme tu dis, des burn-out, des dépressions, parce que bah, tu sens que bah, ce que tu fais, ça a un petit impact sur le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ouais, c'était ce que Idriss il disait, hein, le love can do. Si t'aimes ce que tu fais profondément et que ça a du sens pour toi, ce sera facile. Et derrière, pour devenir excellent là-dedans, c'est juste une question de temps. Et ouais, pour changer le monde, faut aimer, mais vraiment être passionné de ce que tu fais. Et du coup, c'est marrant parce que nous, on a fait une conférence entière de 3 heures sur le clivage droite-gauche. Ah J'aimerais ouais, bien ok. avoir ton avis dessus. Donc, pour toi, tendanciellement, on est plutôt de gauche jeune et après, on devient de droite. Bon, y a pas de règle. Je dirais, Je pense que ça se vérifie, cette tendance. Hein. globalement, t'es surtout influencé par ton environnement. C'est-à-dire, si toute ta famille est de gauche, tous tes amis sont de gauche, tous les influenceurs que tu suis sont de gauche, eh bien, il y a de grandes chances que toi aussi tu vas l'être. Pareil pour la droite. Mais je dirais que pour moi, la politique, c'est pas très important. C'est secondaire pour C'est toi. très secondaire, même tertiaire. Parce que, Ok. en fait, du moment que la personne, elle est heureuse, qu'elle est compétente et qu'elle a une bonne énergie, c'est vraiment ça qui fait la différence, l'énergie. Bah moi, ça me va. Je pourrais bien communiquer avec elle, bien connecter avec elle. Et en fait, j'ai remarqué, très souvent, les questions politiques,
C'est plus divertissant qu'autre chose. Mais les vraies questions, pour moi, elles sont plus économiques, si on veut faire changer le monde. C'est très intéressant ça. Et mais justement, un reproche qu'on fait à la gauche, c'est qu'elle pense pas assez à l'économie. Bah, pense à l'économie, mais plus l'économie sociale, l'économie répartition des biens pour tout le monde. Euh, la méritocratie, beaucoup. Toi, tu y crois à la méritocratie? Hum, moi, je pense globalement, oui. J'y crois. Donc, Parce plus. que tu l'as vécu hein, aussi en quelque sorte. Bah, moi, je l'ai vécu. Hein. J'avais des amis à moi qui n'ont pas fait prépa, du coup, qui se la coulaient douce, qui travaillaient 2 voire 3 fois moins que moi. Et là, aujourd'hui, ils ont 2 voire 3 fois moins que moi également, dans la vie en général. Donc, il y a forcément, si tu travailles 2 fois plus que quelqu'un, c'est normal, entre guillemets, de gagner 2 fois plus. Mais euh, si t'as rien fait pour gagner de l'argent, euh, tu manques de respect et que voilà, t'es profondément injuste envers les autres, mais que t'es quand même dans une bonne situation de vie, là, ouais, c'est un peu plus de l'injustice. Ça existe. Et est-ce que tu penses que à un âge mature, prenons 50 ans, tu as ce que tu mérites? Pour moi, si tu veux réussir, il y a que 2 facteurs, l'intelligence et le travail. Et pour moi, la vie, elle est assez longue pour accumuler les deux. Et donc, peut-être pas à 50 ans, ça dépend de ton point de départ, mais passé un certain âge, je considère qu'il y a assez de temps pour chacun d'entre nous pour réussir. Et donc, effectivement, je pense que vers la fin de ta vie, si t'as pas ce que tu veux, c'est que t'as merdé quelque part. Ok, donc quelqu'un par exemple qui n'a pas du tout ce qu'il voulait, il a forcément fait des erreurs. C'est pas la malchance ou. Soit tu te dis, j'ai fait des erreurs, tu te remets en question, tu corriges le tir, ou soit tu dis, ouais, c'est à cause du gouvernement, c'est parce que je suis en France, je suis pas né dans le bon pays, j'ai pas fait la bonne école, j'ai pas eu les bons amis. Soit tu peux pointer du doigt, ou soit tu peux, hop, pointer vers toi. Ok, et toi tu pointes toujours vers toi. Vaut mieux pointer toujours vers soi, parce que tu progresses plus vite. Parce que si c'est un facteur extérieur qui influence ta vie, voilà, t'as pas le contrôle, donc entre guillemets, t'es une victime. Tu fais que subir. Et moi, je préfère être un thermostat qui influence mon environnement plutôt qu'un thermomètre qui me fait influencer par mon environnement. Bon, forcément, on se fait toujours influencer, mais sachant que tu te fais influencer par ton environnement, t'as le pouvoir de le modifier petit à petit. Par exemple, tu as des mauvais amis, tu sais que voilà, ils font ouais, vas-y Cyril, viens on joue aux jeux vidéo, viens on sort. Ça m'est arrivé. Hein. Donc petit à petit, je prends mes distances. Ça, j'ai le pouvoir de prendre mes distances. Ok. Et comment aujourd'hui tu organises tes journées? Tu as du divertissement? Pour moi, le divertissement est très important s'il est Ok. bien fait. Si il contribue à ton équilibre et à ton bien-être, il n'y a aucun problème. Après, il y a divertissement et divertissement. Faire du scrolling comme ça, Ça, t'en euh, fais pas? je limite. Forcément, Ok. j'en fais, je regarde un petit peu tes vidéos, les autres, ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, mais je limite parce que je sais que ça me grille mon système dopamine énergie dans le cerveau. Mais par contre, jouer à un jeu de société avec ma famille, ça j'adore par exemple. Ou, je sais pas, aller sortir, faire du lancer de hache avec mes copains, j'en ai fait la semaine dernière. Ça j'aime bien, c'est du divertissement, mais c'est du bon divertissement. Alors mes journées typiques, moi, c'est 3 fois par semaine, salle de sport à 7 heures le matin. Ok. Ensuite, dès que je rentre de la salle, Tu c'est tu restes combien de temps à la salle? À peu près? en général 1 heure et demie, Ok. à peu près. Donc de Ah ouais. 7 heures à 8 h 30. Ensuite, de 8 h 30, j'habite à côté, de 8 h 30 à 9 heures, c'est petit-déj, donc 5 œufs avec des oignons, du curcuma, de l'huile d'olive. Donc ça, c'est... Tu fais vraiment ça? Ouais, ouais, tous Ok. les jours. Là, ce matin, je les ai pris, c'était trop bon. Ok, excellent. Donc ça, c'est pour les protéines. Voilà, c'est pour avoir une bonne base dès le matin. Ensuite, 3 kiwis pour l'énergie. Et puis, ah ça c'est un hack, hein. Si vous voulez être plus intelligent, que ce soit dans le monde professionnel ou surtout pendant les études, moi je mange des super aliments pour le cerveau. Donc les super aliments que je mange le matin, c'est myrtille, il y a plein de bienfaits sur le cerveau. Chocolat noir à plus de 70%, pareil, plein de bienfaits, notamment ça sécrète de la sérotonine. Et des noix.
Et ce que j'adore avec les noix, c'est que ça ressemble à un cerveau, donc c'est bon pour le cerveau. T'as l'impression que ça. Ouais, c'est ça. a J'ai un l'impression de manger effet, des mini-cerveaux. Ça s'appelle la théorie des signatures dans l'alimentation. Et vraiment, c'est un truc que j'ai sous-estimé quand j'étais étudiant, parce que quand j'étais étudiant, j'étais fatigué, je dormais mal. Des fois, j'étais devant mon professeur, je prenais des notes, ouais, je piquais du nez comme ça. Ah oui. Et en fait, la nutrition, bah, c'est un cercle vicieux, mais quand t'es étudiant, t'essayes d'économiser un max dessus, mais du coup, t'as pas d'énergie, et du coup, t'as des mauvaises notes, et du coup, tu passes pas les concours, et du coup, t'as un moins bon salaire. In fine, ouais, j'exagère un peu, mais si tu prends la peine pour 30 euros par semaine, c'est rien, 30 euros par semaine. 30 euros par semaine, t'achètes myrtille, chocolat noir, kiwi pour l'énergie, et noix, qu'est-ce juste ça? Et, si possible, un peu de saumon pour les oméga 3. En fait, depuis que je fais ça, mon cerveau, je vois clair. Je réfléchis clair et j'ai plus ce brouillard mental un petit peu. Et la journée, j'ai plus trop les pics de fatigue. Donc vraiment, l'alimentation, si c'était à refaire et si je devais refaire mes études, c'était le truc numéro 1 que je changerais. Ok. Et tu Vraiment. prends des compléments alimentaires? C'est vrai que nous, des fois, on en conseille à nos élèves. Parfois, après, pas forcément des compléments. Moi, j'en prends, mais j'en recommanderais pas forcément à un étudiant, spécialement pour les études. Peut-être un petit café l'après-midi. Euh, mais sinon, seul complément que je peux recommander pour le cerveau, c'est si vous mangez pas assez de poisson, parce que vous pensez que c'est cher, alors que les sardines existent, alors ça c'est le cheat code. Mais si vous pensez que les poissons c'est cher, donc j'en mange pas assez, ouais, là c'est intéressant de se supplémenter en oméga 3. Autrement, si c'est pas pour des objectifs sportifs, je pense que c'est pas nécessaire. Une bonne alimentation, c'est toujours la priorité. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'on entend un peu tout. C'est vrai que beaucoup ont une approche à se dire, mais c'est pour ceux qui ont une alimentation qui est pas bonne, donc ils ont besoin, en fait, ils sont carencés. Et il y en a d'autres qui disent, oui, mais même avec une bonne alimentation, ça peut être bien de prendre des vitamines, parce que je crois que même dans l'alimentation, les rapports, typiquement une orange, elle a beaucoup moins de vitamines qu'il y a 10 ans, et elle Ça, c'est avait, vrai, ça. ça, tu le penses? Bah, effectivement, l'orange, ça a moins de vitamines, donc mange du kiwi. Il y a 3 fois plus de vitamines. Et en plus, c'est plus facile à manger, les kiwis jaunes. Ouais, mais du coup, Ouais. le kiwi, il a moins de vitamines qu'il y a 10 ans aussi. Ouais, mais ça reste suffisant, il suffit d'en manger 3. Bon, après, moi, je suis un peu dans Non, mais les... c'est intéressant. Non, mais, de toute façon, si tous les matins, de manière militaire, hein, vraiment, comme ce que je fais, tu manges œufs, chocolat noir, noix, myrtille, et le midi ou le soir, tu manges saumon, t'as tous les super aliments pour bien réfléchir et être Oh, équilibré ça dans a ton l'air corps. de marcher, Ouais, parce que t'as l'air en forme. ouais, Non, ouais. mais depuis que t'es arrivé, t'es joyeux et tout. L'alimentation, t'es toujours c'est... comme ça, t'es toujours joyeux, Ah ouais, motivé, moi, je suis comme ça de énergique. base, ouais. Ok, Je suis comme ça de base. Quand j'étais au lycée, en prépa, j'avais moins d'énergie, forcément. ok. Mais ouais, l'alimentation. Et bien sûr, couplé à l'alimentation, le sommeil. C'est trop important. Et moi, j'avais des dissertations de français. Je terminais à 2h, 3h du matin. Et après, j'avais que 4 heures de sommeil. J'étais totalement fatigué toute la journée. Faut pas faire ça. Faut éviter, surtout que là, aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, je pense qu'on peut faire les devoirs un peu plus rapidement, on peut un peu tricher, entre guillemets. Mais le sommeil, c'est vraiment le numéro 1 pour moi. C'est sommeil, nutrition, sport. Et t'es toujours comme ça, parce que dans les vidéos, forcément, t'es souriant, t'es énergique, mais t'es comme ça tout le temps dans la vie. Bah, bien sûr. Ok, Ah, c'est marrant. l'authenticité, c'est la base. Si t'es pas authentique, si tu joues un rôle, tu tiens pas sur le long terme. Et tu penses que ça, c'est une des raisons pour lesquelles t'as explosé sur les réseaux, parce que t'as cette énergie Pas forcément, parce que moi, là, comme je t'avais dit, j'ai commencé sur YouTube à donner des conseils et ça n'avait pas marché. Pas forcément. Parce que quand j'ai commencé, déjà, j'avais pas toute l'expérience que j'ai actuellement. Et aussi, je m'exprimais de manière peut-être un peu trop amicale pour quelqu'un qui donne des conseils. Ok. Et ça m'a fait défaut. Pourquoi Je pense que dans la manière où je présentais les choses, ça faisait peut-être un peu trop amateur. Et puis un jour, je me suis dit, mince, j'arrive pas à motiver les gens, alors que c'est ça que j'ai envie de faire, hein. Mais par contre, il y a une seule personne que j'arrive à motiver au quotidien, et je suis très fort pour ça, c'est moi-même. J'arrive à être discipliné dans le sport,
dans la nourriture, dans mon travail. Et je me dis, ok, et si, quand je regarde la caméra, je fais comme si je parlais à moi-même et non pas à un ami, parce que moi je suis très bienveillant, mais si je faisais comme si je parlais à moi-même, de manière un peu plus dure, est-ce que ça marcherait? Et effectivement, c'était un bon pari parce que ça a marché. Les gens, ils se sentaient motivés, ils se disaient, waouh, j'aime bien. Il y a un aspect, euh, bon, pas forcément à l'américaine, un peu bourrine, mais il y a un aspect motivation quand même. Ok, il faut faire les choses, non pas parce que j'ai envie de les faire, ou parce que j'ai de l'énergie, ou parce que ouais, c'est sympa. Non, il faut faire les choses parce qu'il faut faire les choses. Point barre. Si on fait un petit récap, du coup, t'es né en France, mais ensuite, du coup, t'es allé à Singapour, t'as intégré ensuite en France la prépa Janson de CI. Hmm. Ensuite, t'as fait une école d'ingénieur. Aujourd'hui, t'es diplômé. Et vu que pendant que t'étais en école d'ingénieur, t'as percé sur les réseaux sociaux, une fois diplômé, t'as choisi en fait d'en faire ton métier. Pourquoi? Exactement. Pourquoi t'es pas devenu ingénieur civil? Pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue, si on prend les 3 niveaux, donc argent, épanouissement personnel, changement du monde. Argent, j'étais arrivé à un stade où j'allais à l'école, j'étais dans une autre matrice. Parce que moi, je commençais déjà à faire un peu de business en ligne. Et je rentrais à l'école, je m'asseyais en classe, je regardais à 360 degrés, je fais oh, je suis le seul mec qui a gagné 5 chiffres ce mois-ci. Et à l'époque, j'étais comme un fou, quoi. Et après, quand mon prof il me faisait des remarques, je m'en foutais royalement. Je me disais, ah, je prends plus de conseils, voilà. Donc déjà, il y avait l'aspect monétaire. J'avais une meilleure perspective de croissance dans l'entrepreneuriat à mon stade actuel. Attention, je dis pas qu'il faut quitter l'école pour faire l'entrepreneuriat. Je dis, à mon stade actuel, j'avais la possibilité de quitter. Ensuite, deuxièmement, d'un point de vue évolution personnelle, j'ai fait un stage sur les chantiers, justement, en tant qu'ingénieur génie civil, et j'ai regardé un petit peu les seniors, ceux qui étaient là depuis très longtemps. Et j'avais l'impression que pendant plusieurs années, c'était assez répétitif. Alors, certes, ils ont vieilli, ils ont beaucoup d'expérience, etc. Mais, je me dis, depuis le jour 1 jusqu'à 20 ans après, ils ont fait le même métier, le même poste. Et moi, je me suis dit, non, moi, j'aimerais bien un métier quand même qui évolue, qui est dans l'air du temps et qui me permet de grandir et de m'améliorer dans mes compétences. Donc ça, c'était le niveau 2. Je me suis dit, YouTube, ça l'emporte. Et troisièmement, sur l'impact, le changement du monde. Si je construis un bâtiment, ça va peut-être aider, allez, une trentaine de familles. Alors que si je fais des vidéos YouTube et Instagram, là, je peux parler à des millions de personnes. Donc le potentiel, il est beaucoup plus grand. Et au final, je me suis dit, bon, au pire, je pourrais toujours reprendre dans l'ingénierie. Voilà, je pars pas de rien. Donc, je me lance dans les réseaux sociaux, dans l'entrepreneuriat. Là, ça fait un peu plus d'1 an que j'y suis. Et ouais, pour l'instant, je touche du bois, c'est génial. Ah, c'est super. Et il y a une critique qui est souvent en fait au développement personnel, c'est que on dit que c'est un peu fourre-tout. Du coup, que finalement, ceux qui font du développement personnel, ils sont spécialistes de rien et juste, en fait, ils donnent des conseils bateaux que tout le monde sait, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, déjà, dans les réseaux sociaux, dans la niche éducative, il y a 3 grandes niches. Ok. Tu as la niche business, la niche dev perso et la niche sujet de société. On peut. Alors après, les niches se croisent, hein, bien sûr. Tu prends un YouTuber, tu pourras le classer dans un des 3. Un YouTuber qui fait de l'éducation. Maintenant, le dev perso, ça dépend comment tu le définis. Si tu le définis comme un truc fourre-tout, ok, pour toi, c'est un truc fourre-tout. Si tu le définis de manière plus spécifique, moi, je vais te donner ma définition. Là, tu verras que c'est pas un truc fourre-tout, c'est un truc très rationnel, très carré. Pour moi, le développement personnel, c'est juste développer sa personne. Jusque-là, on est d'accord. Mais si tu t'arrêtes à cette définition, t'as pas vraiment compris c'était quoi le développement personnel. Pour savoir c'est quoi le vrai dev perso, il faut savoir c'est quoi une personne. Et depuis l'Antiquité, il y a ce qu'on appelle la tripartition de l'individu. Et on dit qu'un individu, c'est composé d'un corps, Socrate il situe ça au niveau des parties génitales, d'une âme, au niveau du cœur, et de l'esprit, au niveau de la tête. Et donc, le développement personnel, c'est juste développer son physique, sa personnalité et
et son intelligence. Son corps, son âme, son esprit. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est ma définition. Et donc, à partir du moment où tu donnes des conseils pour te développer physiquement, c'est du développement personnel. Tu donnes des conseils pour améliorer tes relations sociales, ta personnalité, c'est du développement personnel. Et tu donnes des conseils pour améliorer ton intelligence, réussir tes études, c'est du développement personnel. C'est quoi j'aime bien ta définition. Et à partir de là, c'est quoi vraiment ce qu'ils disent les haters et ce que disent par contre les gens qui adorent ton contenu et pour qui peut-être ça a changé leur vie? C'est quoi ce qui revient? Ce qui revient beaucoup, c'est l'amalgame, le mélange entre la spiritualité et le développement personnel. Beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité, ils essayent de justifier par la science, avec la physique quantique, le magnétisme, des faits surnaturels. Il manque de crédibilité, de légitimité. Par exemple, ils vont dire quoi? Par exemple, ils vont te dire, voilà, si tu n'as pas ce que tu veux dans la vie, c'est que tu n'as pas un champ quantique qui est assez bien développé. T'as vraiment des gens qui t'envoient ça? Ouais, ouais. Ok. Ouais. Alors, c'est pas forcément des gens, mais disons que c'est des personnes qui se proclament dans le développement personnel. Ok. Et du coup, qui donnent une mauvaise image au dev perso. Et du coup, moi, ce qu'on me dit, c'est, voilà, ce que tu dis, on me mélange avec ces personnes-là. Ok. Et on me dit, ouais, c'est bullshit un peu ce que vous racontez, vous, là, les mecs dans le dev perso. Ouais, on t'associe, tu dis un truc et on te dit, ah oui, après, il va me sortir. Ouais, c'est ça. Alors que moi, après, c'est là, je leur stoppe, je dis, non. Moi, je suis pas dans la spiritualité. Voilà, si on veut, la spiritualité, c'est une branche du dev perso, mais c'est pas ça le dev perso. Et moi qui ai fait de la physique quantique, en plus en prépa, je peux vous dire que voilà, ça a rien à voir. Mais t'as ça qui revient beaucoup. Et après, t'as aussi des fois, bon, alors beaucoup moins là actuellement, mais à mes débuts, il y avait cette question de légitimité. T'es qui toi, petit étudiant, pour nous parler de dev perso? Et moi, je pense qu'il y a un truc en France, avec la légitimité, qui ont beaucoup moins les Américains, c'est que si t'attends d'être certifié par ton école, par tes parents, par tes amis, par ta copine pour te lancer, tu peux attendre toute ta vie si tu veux. Moi, j'ai voulu être expert en dev perso. J'ai pas attendu d'avoir lu 500 livres dans le dev perso pour être expert dans le dev perso. J'ai commencé à faire. Au début, je me proclamais comme un étudiant du dev perso. Et puis, à force d'études, je regarde un peu ce qui se fait autour de moi. Je me dis, bon, j'ai accumulé suffisamment d'expérience et de connaissances pour m'auto-proclamer expert du dev perso. Mais personne ne me donne ce titre. C'est moi, je te démontre par A plus B via les conseils que, ok, je sais de quoi je parle et qu'est-ce que je raconte. Et pour toi, tout le monde devrait se développer personnellement? Bah, si t'es un être humain qui aspire à devenir meilleur, t'es obligé de passer par du développement personnel, même si t'as des croyances sur la matière et tu te dis, ouais, le dev perso, c'est un petit peu bullshit. Mais si t'aspires à devenir meilleur, t'es obligé de faire du dev perso, malgré toi. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, bah, moi, je veux pas devenir meilleur, j'ai la flemme, je suis bien? J'en pense pas grand-chose. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, bien sûr, si jamais il y a des personnes qui veulent des conseils, avec grand plaisir, je les aide. Mais s'il y a des personnes qui veulent pas se bouger, etc., moi, ça me regarde pas. C'est leur vie. Et tu penses que... Enfin, tu parlais tout à l'heure d'éducation financière. Tu as commencé à t'y intéresser à quel âge? Relativement tard. Ok. Je dirais à 20 ans. Et tu penses que c'est bien de s'y intéresser à partir de quel âge? Le plus tôt possible, c'est mieux. Moi, j'aurais adoré que dès l'enfance, mes parents, bon, via des analogies et de manière enfantine, hein, mais dès l'enfance, on me parle d'actions, de S&P 500, de bourse. Parce que ce que j'ai reproché à mes parents, c'est qu'ils savaient tout ça. J'ai dit, mais maman, mais tu connaissais la bourse, tu connaissais les ETF. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? J'ai dû attendre 20 ans. Alors qu'elle aurait pu m'apprendre ça à mes 15, 16 ans, voire 18 ans, quoi. Elle m'a dit, ah ouais, je pensais que t'allais te débrouiller. Alors que non. Moi, j'aurais adoré qu'on m'apprenne ça le plus tôt possible. Il y a des anecdotes, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça circule beaucoup dans des livres, justement, de développement personnel, qui disent que, par exemple, les Rockefeller, bah, ils vont essayer d'apprendre à leurs enfants depuis tout petit. Par exemple, s'ils les embauchent pour faire des travaux dans le jardin, ils vont pas les payer ce qu'ils ont promis pour voir si leur enfant vérifie et lui dire bah non, tu as pas compté, etc. Tu trouves ça positif?
Ah, moi, j'encourage toute famille. euh, alors, en tant que... si j'étais un parent, voilà, c'est ça. J'allais dire en tant que futur papa, mais Ouais. on sait pas encore. Est-ce que t'as arnaqué tes enfants pour leur apprendre qu'il faut compter Bah, c'est pas une arnaque s'il y a une leçon derrière. Ouais. Donc, si t'apprends quelque chose, c'est bon. Euh, et si j'étais parent, première étape, c'est moi-même m'éduquer financièrement. Alors, il y a une chaîne YouTube que j'adore, que je ponce en ce moment, qui s'appelle Finari. Je vous recommande. Mounir, c'est un très bon YouTuber, j'adore. Donc, déjà, moi-même m'éduquer financièrement. Et ensuite, enseigner à mes enfants les grands principes de l'investissement, apprendre à toujours vivre en dessous de ses moyens, à toujours rester discret quand tu commences à bien gagner, C'est à, intéressant ça. ouais, à bien gérer ton argent, bien gérer ton épargne. D'abord un matelas de sécurité, après on investit en bourse, après on investit en crypto. Euh, alors en parallèle de la bourse, on peut faire de l'immobilier un petit peu. Et après, on peut s'acheter des montres, des voitures, des sacs, faire de l'investissement exotique, faire du private equity aussi. Mais Ok. voilà, avec une stratégie bien rodée. Pourquoi est-ce que faut taire qu'on a de l'argent? Pourquoi faut être discret? C'est une bonne question. Je pense, ça dépend de ton environnement. Par exemple, si tu es à Monaco, c'est admis qu'une personne sur trois est millionnaire. Et donc, voilà, ça fait. Tout le monde sait que tout le monde est riche et ça fait rien du tout. Mais si tu es en France, dans un quartier, on va dire normal, ce qui est mon cas, eh bien, ça sert à rien d'attirer l'attention. Tu vas attirer l'attention de qui? De personnes que tu n'as même pas envie d'impressionner et que tu t'en fous, quoi. Je dirais que passer un certain niveau, en fait, tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Euh, Après, ça dépend ton lifestyle aussi. Mais grosso modo, au niveau d'entrepreneuriat avec les entrepreneurs avec qui je traîne, on peut s'acheter tout ce qu'on veut. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'humain, encore une fois. C'est le dev perso. Et là, je me dis, il y a des personnes qui, voilà, elles ont un bide, elles font pas de sport, et pourtant elles sont super riches. Moi, j'ai peut-être quelque chose en plus que elles, elles ont pas, qui est peut-être un peu plus important. Donc, il n'y a pas que l'aspect monétaire. Et justement, tu définis la valeur de quelqu'un de par ses accomplissements, ses actions, et pas juste son compte en banque, quoi. Pour moi, c'est plus important. Regarder la personne dans les yeux et ce qu'elle a fait, ce qu'elle a accompli, plutôt que regarder la personne dans sa poche. Mm. T'as déjà été vraiment déçu de personnes parce qu'elles avaient de l'argent, t'allais les trouver intéressantes et en fait pas du tout? Non, jamais vraiment déçu parce que j'ai pas vraiment d'attente, Mm. hormis avec qui je travaille, les personnes avec qui je travaille. Mais sinon, si c'est des relations amicales, non, j'ai pas d'attente. Et je pense, moins t'as d'attente envers les gens, et moins tu seras déçu. Et plus t'as des attentes envers toi-même, et plus tu seras content. Mm. Et toi, c'est quoi les attentes que t'as envers toi-même? Le fait de rester discipliné, tous les jours, pour moi, c'est important. Le fait d'être un exemple pour mon frère et pour les personnes avec qui je travaille, ça, c'est important. Hum, Et surtout, être intègre du début jusqu'à la fin. Qu'il n'y ait aucune différence entre ce que je dis et ce que je fais. Pour moi, c'est trop important. Ok. Donc d'aligner tes pensées, ce que tu dis et tes actions. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important l'histoire qu'on se raconte de qui on est, d'où on vient et où on veut aller. Notre narrative sur le passé, le présent et le futur. Et même si c'est un peu brouillon et qu'on est des êtres humains, on vit plein de choses, c'est important quand même de réécrire l'histoire avec des éléments qui nous arrangent et qui nous poussent vers l'avant. Et de refaire un mini changement d'identité chaque année. Parce que si 2 années de consécutives, t'es exactement la même personne, c'est que t'as pas progressé. Il faut qu'il y ait des petites améliorations à chaque fois. Hmm. Et donc tu parlais que tu as une équipe. Est-ce que tu peux expliquer un peu quel est ton business model, avec combien de personnes tu travailles, qu'est-ce qu'elles font? Je pense que ça Ouais. peut intéresser beaucoup de personnes de voir un peu les coulisses. Ok. Alors là, j'aide des entrepreneurs à faire des vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est la partie business. Et sinon, mon équipe, elle est vraiment axée sur la production de vidéos.
Donc, j'ai un stratège YouTube qui s'occupe de rechercher les bons titres, les bonnes miniatures de mes vidéos. Et comme ça, il me dit, ouais, ça te dirait de traiter un sujet, je sais pas, sur 5 habitudes à éviter pour devenir moins bête. Ouais, ça me parle. Ok, vas-y, let's go. Je réfléchis sur ça part en prod. Donc, un stratège YouTube. J'ai un manager qui m'aide et qui me force à rester discipliné. Justement, il m'organise mon emploi du temps. Il me dit, ok Cyril, est-ce que tu as bien fait le tournage? Ah non, j'avoue, j'étais un peu fatigué. Bon, bah fais ton tournage. Est-ce que tu peux faire les miniatures aussi? Ouais, vas-y. Et du coup, je le paye pour qu'il me cadre et qu'il organise toute ma semaine. C'est aussi lui qui est en contact avec le reste de l'équipe. Comme ça, moi, C'est un job qui va faire rêver beaucoup de monde, ça. Hein? Oh ouais, c'est bien. Il est payé pour te donner des directives, en fait. Ah ouais, c'est ça, exactement, exactement. Un manager, quoi. Et après, il gère l'équipe aussi. Comme ça, j'ai C'est marrant parce qu'on peut dire, bah non, c'est toi le chef et c'est toi qui va donner tes directives. Et en fait, tu as mis une personne pour te. En fait, je sais diriger. que la discipline, c'est ultra importante. Et il y a la différence entre l'autodiscipline et la discipline. L'autodiscipline, t'es à la fois le disciple et le maître. Parce que discipline, ça vient de disciplina, qui est être le disciple de. Donc l'autodiscipline, c'est trop dur parce que tu joues deux rôles à la fois. Mais si t'es juste discipliné, par exemple, t'as la discipline d'aller à l'école, bah c'est facile parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend, et il y a quelqu'un qui te donne des ordres. Et sachant cela, moi, je fais pas l'arrogant, je me dis, ok, je recrute quelqu'un pour qu'il me sorte de l'autodiscipline et qu'il me mette dans la discipline. Pareil pour le sport, j'ai un coach sportif. Comme ça, je sors de l'autodiscipline et je suis dans la discipline. D'accord. Donc j'ai un stratège, un manager, un monteur et un petit cadre qui est tombé. J'ai un monteur, un miniaturiste et c'est tout. Après, je travaille avec des prestataires de manière ponctuelle, du style des closers, un dev web. Mais voilà, c'est très ponctuel. Des graphistes pour les logos aussi. Et parce que tu vends une formation? Ouais, c'est ça, c'est un accompagnement Ok. avec un espace de formation et des lives hebdomadaires sur comment bien percer sur YouTube et avoir un système de production efficace. Ok, donc c'est pour ceux qui ont aussi des produits à vendre ou juste qui veulent faire beaucoup de vues? Plus pour les entrepreneurs. Ouais. Ok, Ouais, pour les entrepreneurs. pour percer sur YouTube comme tu l'as fait. Exactement. Pour leur proposer un système de production adapté à eux, leurs compétences, facile. Ok. Et ça se passe bien du coup avec. C'est récent que tu es toute cette équipe? Ou c'est parce que en fait, tu as commencé tout seul, j'imagine. Est-ce que ça s'est fait rapidement, petit à petit? Et comment tu gères le fait de devoir manager? Alors, le recrutement, je dirais, de toute l'équipe, là, c'est bon, on a un système qui tourne, c'est cool. Le recrutement de toute l'équipe, je dirais, ça a duré 1 an, l'année dernière. J'ai testé plein de personnes, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu de l'argent. Mais là, j'arrive à un système où quand je recrute, je regarde que 2 choses. C'est la compétence. Est-ce que la personne, elle est apte à faire ce travail? Et la confiance. Est-ce que j'ai vraiment confiance en cette personne? Est-ce que si je lui file tous mes accès, tous mes comptes YouTube, toute ma chaîne YouTube, est-ce qu'il saura la garder précieusement sur son ordinateur? Et comment tu peux savoir ça, si tu peux avoir confiance? Avec le temps. C'est pour ça que j'ai un ami qui m'avait donné un conseil, c'est recrute très lentement, très lentement, fais passer des tests, mais s'il faut virer, vire rapidement. Et ne mets pas trop d'émotion sur le fait que parfois, pour le bien de la boîte, et même pour la survie de la boîte, il faut se séparer de personnes avec qui tu as travaillé. Et t'as déjà dû virer des gens? Alors, pour l'instant, j'ai dû virer des gens par incompétence, mais pas forcément par souci financier ou par manque de confiance. Donc là, ça va. Et ça a été dur? Pas forcément, de toute façon. En fait, c'est toujours dans la manière de comment tu dis les choses. Si tu dis, ouais, mais t'es nul, tu sers à rien et tout, ça peut être violent pour la personne en face. Ouais. Et moi, j'aime pas froisser les relations. Je dis juste, moi, je fais un sandwich. Donc, sandwich, c'est tu commences par du positif, tu dis la chose qui va pas et tu termines par du positif. Voilà, comme ça, c'est un sandwich. Et tu dis, voilà, ça a été un honneur de travailler avec toi. Malheureusement, on a des standards qualité qui sont trop élevés et on aurait aimé que ce soit plus rapide, meilleure qualité, etc. Donc, je pense qu'on va s'en arrêter là. On te paye ce que tu as fait. Et si jamais tu montes en compétence ou bien que voilà, l'avenir se passe autrement, peut-être qu'on fera appel à toi. Et c'est pas hypocrite parce que du coup, ça n'a pas été un honneur de travailler avec la personne, si? Mais si, quand même. Moi, c'est toujours de l'expérience. Ok. Je vois comment gérer l'humain. En fait, des fois, ça peut être un très bon moment passé ensemble en termes d'humain.
mais effectivement, la qualité du travail, elle satisfait pas nos attentes. Donc c'est un honneur, mais ça nous satisfait pas. Ok, je comprends. Toi, il y a combien de personnes dans ta boîte? Il y en a une trentaine, mais c'est surtout l'équipe pédagogique qui prend Ouais, la beaucoup de masse, place. ouais. Parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, il faut vraiment travailler avec des professeurs qui sont passionnants. Et en fait, une fois qu'on trouve les perles rares, on essaye de les garder d'année en année. Et puis, c'est de l'accompagnement qui est individuel, donc ils passent quand même beaucoup de temps avec les élèves, donc il nous en faut quand même une bonne équipe. On recrute aussi des étudiants parce qu'on aime bien en fait avoir ces deux pièces du puzzle, c'est-à-dire à la fois des professeurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vu beaucoup de cas, et à la fois des étudiants qui certes n'ont pas l'expérience et l'expertise d'un professeur, mais qui par contre sont sur le terrain en ce moment même, qui ont passé les concours, c'est tout frais dans leur tête, et ils ont, je dirais, une empathie plus précise, alors que le professeur, ça peut faire 20, 30 ans qu'il a passé ses concours, c'était pas les mêmes. Ouais. Et je trouve que ça marche très très bien cette combinaison. Et après, évidemment, on va avoir une petite équipe qui va conseiller les élèves, qui va vendre les préparations, donc des closers comme tu as dit. Et évidemment, au niveau de la production de YouTube, on va avoir des monteurs. On essaie aussi d'avoir une super qualité dans notre formation privée. Ça, c'est quelque chose peut-être que tu fais toi aussi. Ah ouais, que c'est important. Parce que souvent, on voit les vidéos YouTube sont Ouais, il y a un super. décalage. Ouais. Et après, les vidéos de la formation payante, c'est des vieux Ouais, enregistrements. je vois. Non, moi je fais en sorte que si tu viens chez nous, on est une entreprise professionnelle, le contenu derrière est aussi professionnel. Et en plus, je peux pas me permettre de vendre quelque chose sur YouTube si le produit en lui-même est pas adapté à nos standards qualité. Alors moi, je suis très chiant, je suis très exigeant sur les micro-détails. Après, c'est un petit côté perfectionniste que j'ai. Donc tu regardes toutes les vidéos avant qu'elles soient publiées. Ah oui, bien sûr. Et tu fais le retour toi-même. Ah bien sûr, toujours. Parce que ça reste quand même avant tout mon image, ma tête, ce que je dis. Et par exemple, quand le monteur, il envoie un retour vidéo que il y a un truc de ça, par exemple, je l'aurais pas fait comme ça, c'est mal fait. Je lui dis et il corrige après. Mais bien sûr, ouais, je regarde tout. Et tu préfères travailler maintenant en équipe ou tu préférais quand tu étais seul? Non, maintenant en équipe. Okay. Parce qu'en fait, quand t'es seul, sachant que la vidéo, c'est très prenant, hein, tu fais le travail du réalisateur, du cadreur, du monteur, de l'acteur aussi. Donc, c'est beaucoup mieux de juste te concentrer sur ta zone de génie qui est délivrer de la valeur. C'est simplement que ça. Et après, tout ce qu'il y a autour, tu le délègues. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Du coup, tu as un parcours scientifique qui est quand même long et brillant. Est-ce que ça t'a apporté dans ce que tu fais aujourd'hui? Moi, j'ai développé un théorème qui s'appelle les charges de travail. Et si... alors, j'appelle les G, en référence aux G que tu peux encaisser via la gravité. Par exemple, les pilotes de Formule 1, quand ils accélèrent, ils peuvent se prendre 2 à 3 G dans les virages. Donc, c'est 2 à 3 fois leur poids de corps. Jusqu'à 4 G, un être humain normal, il tombe dans les pommes. Et j'ai fait ce parallèle-là avec les charges de travail. Et je dirais que si un être humain peut travailler au niveau G1, la prépa, ça m'a permis de travailler à des niveaux d'intensité qui sont G3, G4. Alors, dans les G, ça inclut la pression, le temps de travail et l'intensité. Par exemple, si t'es au stade d'Elon Musk, là, t'es au G10, quoi. C'est la pression de 10 personnes d'un coup sur tes épaules. Moi, je dirais qu'au quotidien, je suis en minimum G2. Ce qui est pas facile à tenir si t'es quelqu'un qui vient du monde traditionnel et qui a jamais connu le dur. Qu'est-ce que tu en penses d'Elon Musk? Bonne question. Moi, j'aime beaucoup, dans le sens où si t'es un entrepreneur, tu regardes, c'est un des meilleurs entrepreneurs dans le monde. Après, il y a plein de choses on pourrait dire sur lui, mais de manière globale, je trouve que il a tellement apporté de la valeur dans ce monde que c'est normal si c'est la personne la plus riche dans ce monde. Et t'as lu des choses sur lui? Ça t'a passionné? Je suis pas un fan hardcore d'Elon Musk non plus. J'ai pas lu son livre. Je me suis pas renseigné plus que ça. Je sais juste que j'ai une Tesla. Je suis très content et je me dis merci Elon pour les innovations. C'est très bien. Et c'est comme si tu jouais au foot.
t'aimes bien Mbappé parce que c'est le meilleur joueur, ou t'aimes bien Ronaldo parce que c'est le meilleur joueur. Bah voilà, t'es un entrepreneur, t'aimes bien Elon Musk parce que c'est le meilleur entrepreneur. Et il y a une personne qui vraiment t'inspire particulièrement et sur qui tu as fait vraiment plein de recherches et qui a vraiment guidé un peu certaines de tes actions, tes projets. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup au début de mes études, c'était travaille tellement sur toi-même que tu deviens la personne que tu souhaiterais rencontrer. Et je pense que aujourd'hui, je dirais les deux personnes qui m'inspirent le plus, c'est mon père, de par son parcours et de par tout ce qu'il m'a appris, et moi-même. Parce que je me dis, ouah, quand même, je regarde derrière moi, je me dis tout ce que j'ai accompli, tout le travail que je fournis, je me dis, c'est impressionnant, je m'inspire moi-même, donc let's go continuer. Et pour toi, c'est plus sain de faire comme ça plutôt que d'avoir un mentor, un idole? Hmm, non, c'est bien d'avoir des références, des mentors. Moi, je m'en rappelais à mes débuts, moi, j'avais pas autant confiance en moi, etc. J'avais eu By Steve, je sais pas si tu connais, qui Non. est dans le développement personnel. Il fait plus de vidéos, c'est dommage, mais lui, ça a été mon mentor virtuel, Ok. entre guillemets, donc ça a été une belle source d'inspiration pour moi. Et il y a un deuxième, c'était Nadir, donc 100 livres en un jour. Également, il fait plus de vidéos. Et c'est les deux personnes qui m'ont transmis énormément de connaissances sur le développement personnel et qui m'ont aussi donné la confiance en moi de me lancer. Donc, c'était mes deux modèles. Et est-ce que tu as été... Parce que j'ai beaucoup entendu de personnes avoir, par exemple, comme modèle Steve Jobs ou des entrepreneurs et après être complètement déçus. Ou même à une personne qui est peut-être pas à un stade aussi avancé, mais qui est dans le virtuel. Et en fait, une fois qu'il la rencontre, bah, ça casse le mythe. Est-ce que tu as eu ça ou pas forcément? Pas forcément, Hein. j'ai pas forcément eu de déception, mais je sais que ce qui est bien quand tu as des modèles, il faut pas essayer de devenir la personne. Il faut pas se dire, vas-y, je vais essayer de devenir Steve Jobs. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ses pieds dans les toilettes, vas-y, je vais faire la même chose. Non, faut pas faire ça. Par contre, il faut prendre les qualités de chaque personne qui t'inspire. Par exemple, j'aime le côté créateur et innovant de Steve Jobs. Ok, ça je prends. J'aime le côté travailleur d'Elon Musk. Ok, ça je prends. J'aime le côté, je sais pas, tech de Mark Zuckerberg. Ok, ça je prends. Et en fait, c'est une combinaison de tes inspirations qui vont faire toi. Et l'idée, c'est de voir en chacun de tes idoles un trait de caractère que tu vas essayer de reprendre et de maximiser. Hmm. Je pense que ça, c'est une bonne source d'inspiration. Et il faut faire attention, parce que quand j'étais en études, j'avais beaucoup tendance à me comparer. Et il y a de la bonne comparaison, il y a la mauvaise comparaison. La bonne comparaison, c'est quand tu te compares et ça t'inspire, comme ce qu'on vient de dire là. Et la mauvaise, c'est quand tu te compares et ça te fait complexer. Ça te fait sentir comme si tu étais moins que ce que tu es réellement. Donc, Et est-ce que fais c'était attention. hyper compétitif la prépa? Est-ce que c'était vraiment le fight ou au contraire vous vous entendiez Ah, mais bien? c'est hyper compétitif. En fait, ça dépend de la Ok, prépa. J'ai entendu dire que en prépa, dans les campagnes, c'était plus famille, c'était plus good vibes, les ok. gens s'entendaient mieux. Mais dans la prépa dans laquelle j'étais, il y avait un mot, tu l'entendais dans tous les couloirs, c'était esprit concours, esprit concours. Esprit concours. Ouais, esprit concours. Voilà, ceux qui ont la ref, ils l'ont. Et grosso modo, c'était vraiment. euh, euh, bon, c'était pas dit explicitement, hein, c'était très inconscient, mais c'était vraiment celui qui a les meilleures notes, c'est le plus populaire, quoi. Et Ok, c'était c'est vraiment. marrant parce que c'est pas du tout ça au lycée quoi. Non, pas du tout. Au lycée, plus t'es Plus intelligent, t'as des plus t'es un meilleures intello, notes, quoi. plus on te déteste. Alors qu'en prépa, c'est très valorisé d'être intelligent, Ok, d'avoir des bonnes notes. et il y avait vraiment... c'était... parce que moi, je pense il peut y avoir un environnement compétitif sain, comme tu dis, qui tire vers le haut, etc. Et en fait, pour moi, ce qui est compétitif et sain, c'est ce qui est dans les règles du jeu. C'est-à-dire que voilà, le meilleur, il a eu 18, il a travaillé, comme tu dis, ou alors il a du talent, il est intelligent. Mais par contre, si t'as 18 parce que t'as triché, t'as pompé sur ton camarade, ou alors pour être le premier, j'en sais rien, ça c'est déjà vu en médecine, il y en a qui piratent les ordis des autres pour leur supprimer leurs cours, pour qu'ils ils aient plus de chances d'être pris parce que l'autre rate. Toi, c'était plutôt sain ou malsain cette compétition?
Au début, j'étais une personne très très saine. Et vers la fin de mes études, j'étais, on va dire, un peu plus malsain. Ah Mais ouais? je me suis rendu compte, avec du recul, en fait, dans la vraie vie, hein, dans la vraie vie, si tu triches, mais que t'es pas pris, c'est pas de la triche, c'est juste que t'es malin. Par Mhm. exemple, je sais pas, au lieu d'écrire un texte toi-même, tu utilises ChatGPT, entre guillemets, c'est de la triche, mais voilà, tu gagnes du temps. Et je me suis dit, en école, pas en prépa, j'ai jamais triché, mais vers la fin de mes études, quand je devais allier entrepreneuriat, vidéo et l'école, je me suis Ok. dit, il faut que je trouve des raccourcis. Première triche, c'est des triches entre guillemets, on va dire, ça va. Première triche, c'est s'associer avec les meilleurs de la classe et sympathiser avec elles. Mais Après, faut... ça compte pas. Hein? C'est pas vraiment de la triche. Genre, c'est pas Non, c'est des puni. petites triches. Voilà, moi, j'appelle ça de la triche parce C'est que des stratégies. c'est des raccourcis. Ouais, c'est des stratégies. Les stratèges. Donc, s'associer avec les meilleurs de la classe. Alors, bien sûr, faut le faire de manière authentique. Il faut pas que ce soit juste par intérêt. Mais il y a quand même un peu d'intérêt. Oui, ok. Quand même un peu d'intérêt. Et en fait, dans des projets de groupe, naturellement, tu te mets avec tes amis. Et si tes amis, c'est les meilleurs de la classe, ils vont te porter. Et toi, ça va te laisser un peu plus de temps pour, si jamais tu as un projet à côté, faire des vidéos, faire ce que tu as à faire. Donc ça, c'est la première triche. Deuxième triche, bon, j'appelle des stratégies plutôt. Deuxième stratégie, moi, j'adorais prendre de l'avance sur les cours, dans le sens où quand j'arrivais dans le cours, euh, c'était plus en prépa que je faisais ça. Quand j'arrivais dans le cours, je ne découvrais pas le cours. En fait, c'était la deuxième fois que je le Ça, voyais. c'est hyper intelligent. Ouais, c'était la deuxième fois que je voyais, parce qu'en fait, quand tu vois le cours pour la première fois, il y a une espèce de brouillard. Mm. Tu regardes les notions pour la première fois, tu dis, c'est quoi ce truc? Je comprends pas très bien. Et en fait, le fait de le voir en amont chez toi, quand tu arrives en classe, le professeur, il va enlever ce brouillard. Il va faire, ah ouais, ça, je l'ai vu, mais je l'avais pas compris. Ok, là, j'ai bien compris. Alors que si tu découvres la notion pour la première fois en classe, là, le professeur, il va t'apporter ce brouillard. Et quand tu vas réviser chez toi, il y aura toujours ce brouillard. Tu vas dire, Mm. ah, je comprends pas. Ouais. Donc, C'est trop sous-coté, ça. ouais, ouais, le fait de prendre de l'avance, ça, c'était quelque chose que je faisais pas mal. Et le troisième, j'ai troisième triche slash stratégie, là que j'avais commencé à faire en fin d'études, c'est de faire des miracle morning. Ok. Donc, les miracle morning, c'est au lieu de réviser jusqu'à très tard le soir, eh bien, tu te lèves très tôt et tu révises le matin. Parce que Ok. tu as le cerveau frais. Et C'est aussi, horrible, ça. en fait, ça C'est dépend. dur. Moi, je sais que je pouvais me lever le matin, Ok. donc je le faisais. Après, il faut voir son chronotype. Est-ce qu'on est plus du soir ou est-ce qu'on est plus du Mm. matin? C'est à tester. Par contre, il faut le faire sur au moins une semaine pour savoir si on est apte à se lever tôt. Parce que si c'est juste une journée que tu n'arrives pas, c'est normal. Donc moi, je révisais le matin, juste avant l'examen, au lieu de réviser le soir jusqu'à très tard. Parce qu'en Ok. fait, le soir, ton cerveau, il est fatigué, il a accumulé l'information de toute la journée. Ouais. Et donc, c'est comme si tu avais un vase déjà rempli et que tu essayais de encore remplir avec plus d'informations. Mm, mm. Ça marche pas. Autant dormir tôt. Après, là, il faut avoir confiance en soi. Mais dormir tôt, être serein, passer une bonne nuit de sommeil. Tu te réveilles à 5h30 ou 6h du matin. Tu sais que tu n'as que 2 heures pour réviser, mais là, tu es frais. Et là, tu vas directement droit à l'essentiel. Donc voilà un peu mes techniques. Mais après, tricher, moi j'ai jamais été du style à regarder mon téléphone comme ça, même si des fois en examen je voyais certains camarades le faire. Je pense que c'est trop risqué. C'est trop risqué Mm. pour ce que c'est. Ouais, c'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui trichent parce que ça les rassure, mais ils n'ont pas forcément. Enfin, moi, j'ai jamais Ils entendu. préparent la triche, mais ils trichent pas le jour J. Bah, si, ils trichent parce que ça les rassure d'avoir les notes, mais j'ai jamais vu, par exemple, un premier de la classe qui faisait que tricher, tu vois. Non, bah il y a un moment. Ça veut dire que c'est pas hyper efficace. Genre, tu peux passer d'un 6 à un 9, ou même d'un 10 à un 14, mais comme tu dis, pour le ratio risque-gain, enfin, t'as jamais un qui a 18 de moyenne, et en fait, c'est le gars qui triche trop bien. Ça dépend la matière. Je pense que si c'est que du par cœur brut sur une matière, vraiment, tu t'en fous. Tu sais que ça te passionne pas, ça arrive hein, des fois, et que il faut quand même le faire. Alors je recommande pas, hein, mais moi je pense que c'est pas trop grave si voilà, le mec il a mis des petites notes sur sa petite règle et il se dit ok vas-y c'est pas grave.
Pour moi, c'est pas grave. Mais là où tu peux pas tricher, selon moi, c'est par exemple dans des épreuves de réflexion. Et en école d'ingé, il y a que ça, en prépa aussi, il y a que ça, donc tu peux pas tricher en fait. Ouais. Dans les épreuves de réflexion où c'est pas du par cœur, où là tu as des problèmes et que tu dois réfléchir, et ben là en fait c'est soit t'as compris, soit t'as pas compris. Et c'est bête et méchant. Mm. Mais si c'est juste des définitions, des trucs comme ça, peut-être en médecine. Ouais, mais du coup, c'est dur parce que par exemple, typiquement en philosophie, tu as par exemple 17 thèmes, tu peux les mettre sur ton téléphone, les définitions, mais en réalité, si, je sais pas, la question c'est la vérité existe-t-elle vraiment, tu vas prendre la définition de la vérité, tu vas peut-être gagner un point, tu vois, mais encore, ta définition, vu que tu l'auras pas combinée avec le sujet, elle sera pas ouf, et puis l'exercice repose pas sur ça, tu vois. C'est plus facile, parfois, c'est plus facile de juste apprendre une définition que d'essayer de tricher et de la mettre soit sur son tel ou autre. Et l'erreur que font les étudiants, que j'ai fait aussi, c'est que quand tu révises, juste tu recopies le cours. Mm. Donc là, ouais, je fais ma petite fiche, mais grosso modo, sur ma petite fiche, je réécris ce que le prof a écrit, mais en plus petit. Et c'est mauvais. Ça, c'est pas bon parce que ça veut dire que t'as pas compris, fondamentalement. Un bon travail de révision, c'est un travail de réécriture. C'est-à-dire que le prof, il explique des trucs compliqués avec des mots compliqués, et moi, je vais essayer d'expliquer des choses compliquées avec mes mots à moi, des mots plus simples, des mots que je comprends. Et ça fait que moi, dans mes fiches de révision, des fois, je parlais un peu de manière vulgaire, mais c'était mon langage à moi et je comprenais mieux comme ça. Et en fait, le fait de réécrire ce que le prof a dit, c'est le meilleur moyen pour savoir est-ce que tu as bien compris ce qu'il a dit. Mm. Et en le réécrivant, derrière, tu peux l'enseigner à d'autres personnes. C'est vrai que moi, je me rappelais, j'allais voir juste avant les examens, j'allais voir les plus nuls de la classe, entre guillemets, et ils me disaient alors, c'est quoi qu'il faut apprendre et tout, et je leur expliquais. Et le fait d'expliquer, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Ouais, ça aussi. Mais non, tous les conseils ils sont super intéressants. T'en as d'autres comme ça pour les étudiants? Ouais, ouais, j'en ai plein. Alors ça, je dirais, c'est les meilleurs. Euh, Parce que c'est vrai que quand tu expliques, c'est Einstein, je crois qu'il disait que si on maîtrisait vraiment bien un concept, on pouvait l'expliquer à un enfant de 5 ans. ouais, ouais. Euh, Ah ouais, et tu t'en souviens toujours. autre conseil en parlant d'Einstein, il y a une citation que j'aime pas trop, j'aime beaucoup Einstein, hein, mais il y a une citation que j'aime pas trop de lui qui disait si vous pensez alors il me semblait, c'était quoi, c'est que un environnement bazardeux est est le reflet d'un esprit bazardeux, alors essayez une table vide. Moi, je suis pas trop d'accord. Justement, quand t'as une table vide et que t'as juste ta trousse, ta feuille et rien d'autre, c'est là où tu es le plus concentré. Surtout le téléphone. Moi, je me rappelais le téléphone, c'était mode avion. Hop, je le jette sur mon lit et c'est juste ma table qui est épurée. Il y a rien dessus. Il y a pas de plantes, il y a pas une pile de cahiers, il y a pas, je sais pas, des petits objets qui traînent. Non, c'est vraiment ma table, ma feuille et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment l'environnement de travail est super super important, surtout quand tu es chez toi. Autre conseil, travaille pas depuis chez toi, parce que si tu travailles chez toi, qu'il y a ton bureau, il y a ton lit à côté, il y a la console à côté, ton cerveau, en fait, il mélange tout, il comprend pas, il bug. Il se dit, c'est une salle où je joue, je dors et je travaille en même temps et il aime pas. Ça veut dire que quand tu es dans ton lit, tu vas penser au travail. Quand tu es sur ton bureau, tu vas penser à dormir. Donc vraiment, séparer les pièces. Si t'as pas la possibilité de séparer chez toi, sors travailler à la bibliothèque, c'est beaucoup plus rentable. Deuxième conseil. Troisième conseil, c'est sur le lieu de la localisation, de où tu habites. Parfois, moi j'étais étudiant et au début je voulais économiser sur les loyers. Et donc je me dis, vas-y, je vais prendre un appartement un peu plus excentré. Quitte à faire 1 heure de route, au moins j'économise 300 balles par mois. Je me dis, haha, j'étais un petit rat, quoi. Et en fait, non, parce que les heures de trajet, c'est des heures où t'es pas productif, t'es entouré d'autres gens, il y a du bruit, t'es pas dans de bonnes conditions pour travailler. Moi, je pensais que, ouais, vas-y, je suis dans le bus, je pourrais travailler tranquillement. Non, c'est un mythe, ça. Ça, c'est en théorie. Dans la pratique, j'ai vécu en internat aussi, donc je sais ce que ça fait de faire soit 1 heure aller, 1 heure retour, ou soit être directement au sein même de l'école. Et je peux vous dire que quand on est en internat, tu gagnes énormément de temps en termes de révision. Et tu peux faire beaucoup plus de trucs. Alors que quand tu tapes les transports, directement, tu es handicapé par rapport aux autres. Et surtout, si tu fais des études compétitives en concours,
c'est intransigeant. Faut mettre toutes ses chances de son côté et les transports, c'est impitoyable. Donc ça, c'est le troisième conseil. Habitez proche de votre lieu de travail, de votre école. Quatrième conseil, ça je l'ai dit, mais je répète, c'est trop important. Bien choisir ses amis. Si tu traînes avec les tops de la classe, bah forcément ils vont te Mais pousser, ils vont c'est vrai que t'aider. les groupes d'amis, ils ont quasiment les mêmes notes. Bah ouais, direct. Mais moi je l'ai direct vu. Je savais que c'était un piège si je traînais avec les gens cool entre guillemets, qui sortaient beaucoup, qui s'en foutaient un petit peu et qui séchaient. Fallait que je sorte de ça. Donc bien choisir ses influences. Cinquième, je l'ai dit, mais je le répète, c'est prendre de l'avance sur le cours. Et le dernier, qui est selon moi très sous-coté, je le dis, je le répète, mais c'est bien manger pour apporter à son cerveau tous les nutriments nécessaires pour bien performer. Donc myrtille, noix, chocolat noir, saumon, œuf. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est hyper basique, mais des fois, c'est tellement simple qu'ils le font pas, parce qu'ils se disent, ouais, c'était juste ça. Ouais, bah aujourd'hui, le piège des étudiants, je dirais le gros piège, c'est la dopamine facile des réseaux sociaux. Je pense que avant, quand tu rentrais chez toi, à l'époque, tu n'avais pas forcément de téléphone ou il n'y avait pas le scrolling. Donc, voilà, tu faisais un peu de la musique, tu faisais un peu des jeux, enfin, tu te cultivais comme tu pouvais. Et là, aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un stade où le divertissement, il a plus un effet reposant, il a un effet dévastateur sur notre cerveau. Et je pense que c'est le piège. Et je l'ai vu quand j'étais vers la fin d'études, dès que les gens rentraient chez eux, direct, TikTok, waouh. Donc c'est un piège. Et toi, tu es sur TikTok, du coup, Ah, moi je suis créateur du est-ce que coup. tu pièges pas les étudiants? Bah justement, c'était ce dilemme que j'avais de est-ce que je contribue au fait de toujours avoir de la dopamine rapide, etc. Et je me suis dit, le meilleur moyen pour, euh, pour changer quelque chose, c'est par l'intérieur. Hmm. Et je me suis dit, au lieu de critiquer, de dire qu'il y a que des vidéos qui sont bêtes, qui sont divertissantes sur TikTok, Instagram et tout, pourquoi pas moi apporter des vidéos éducatives où j'apprends un petit conseil chaque jour à ceux qui me suivent. Et c'est pour ça que quand je rentrais des cours, même si j'étais fatigué, je me suis dit, ok, je vais apporter ma pierre à l'édifice, je vais faire ma petite vidéo du soir. Et là, je postais. Ce que j'aime bien avec ta vidéo, c'est qu'évidemment, tu as dû travailler sur les hooks parce que c'est le jeu de l'algorithme. Mais à la fin, on est content. On a une petite récompense d'avoir regardé jusqu'au bout parce que on s'est dit, ah, j'ai vraiment appris un truc, c'était intéressant. Hmm. Et moi, j'aimerais tellement qu'on puisse. Ce serait vraiment difficile, mais qu'on puisse dire, je veux que en fait du contenu intelligent Ouais, sur mes réels, éducatif, ouais. parce que j'ai l'impression que vraiment il y a des pièges et on peut se dire oui, mais l'algorithme, si tu fais juste, tu regardes que des contenus intelligents entre guillemets, tu vas avoir que des contenus intelligents, alors que c'est faux parce que tu vas, enfin moi par exemple des fois je vois des gens, ils ont une accroche géniale et même si j'ai pas envie de regarder ça, mon cerveau il est happé, j'ai envie de savoir la fin, tu vois, j'ai envie Ouais. de savoir. MrBeast il a fait un truc qui a fait énormément de vues où il a plein de billets sur lui. Ouais, Et du coup, ouais, notre j'ai vu. cerveau, il essaie de dire, OK, D'anticiper, ouais. 20 000, tu vois. Et t'es piégé, tu vois. Tu te dis, j'ai envie de voir à quel moment il sera autant chargé s'il a 50 000. Et du coup, tu regardes, mais à la fin, tu te dis, mais j'ai vraiment regardé ça m'a rien apporté. Et je trouve ça vraiment dommage et on l'a pas sur tes vidéos. Donc moi, j'aimerais trop qu'il y ait un filtre en mode, je veux pas ce genre de vidéo qui, à la fin, t'es juste déçu, quoi. Je dis toujours, on supprime pas une addiction, on la remplace. Et il faudrait que tu aies un projet à côté de l'école qui occupe ce temps vide et que ce soit pas les réseaux sociaux qui occupent ce temps vide. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre. Bon, celui-là, c'est un petit conseil, mais il est très sous-coté aussi. C'est au niveau de la posture, de la position. Déjà, essayer de se tenir droit. Souvent, là, ceux qui nous regardent, ils sont affalés un petit peu comme ça. Hop, on se tient droit, très important. Et surtout, ce qui est vicieux, c'est que dans notre cerveau, on a, moi, ce que j'appelle grossièrement, un cerveau de singe et un cerveau d'humain. Le cerveau de singe, il est très concentré sur le court terme et la dopamine rapide. Et le cerveau d'humain, voilà, il est rationnel, il dit, ouais, il faut faire ce devoir, ça va me faire gagner du temps et tout. Alors que le cerveau de singe dit, ah, si on se reposait, si on se crevait. Eh bien, dans ta posture, quand tu es en arrière, je prends le micro avec moi, quand tu es en arrière comme ça active ton cerveau de singe. Ça active
ton système de repos. Et donc, si tu es en arrière, que ce soit assis, t'es affalé ou même allongé, eh bien, tu auras plus tendance à procrastiner et à scroller. Mais si tu es assis sur ton bureau, déjà, il n'y a pas de distraction, on enlève tout, et que voilà, tu es en position devant, bah là, c'est bon, tu es dans de bonnes conditions. Et, et c'est très important de se pencher en avant, ça augmente la concentration. Dernier truc, là, je viens d'y penser, c'est la lumière. La plupart des étudiants, ils travaillent dans des environnements super sombres. En fait, Mhm. faut pas, ça sécrète de la mélatonine. Après, ça dépend les heures auxquelles tu travailles. Mais si tu, Ça fait une ambiance un peu chill ouais, mais aussi, si tu donc rentres chez toi, il est 18 h directement, tu t'allumes ta lumière, c'est super tamisé, et que, voilà, en tu te même mets temps, sur c'est ton bureau. agréable. C'est agréable, mais ça donne envie de dormir. Ouais. Ça donne envie de dormir. Vaut mieux de préférence réviser en journée avec une bonne lumière blanche comme ça à 5600 Kelvin, ça c'est bien. Le soir, oui, faire une lumière plus tamisée, mais si tu veux réviser et qu'il est quand même 18 h, donc ça reste relativement dans la journée, et que tu as envie de dormir, tu te dis mais je comprends pas, j'ai trop envie de dormir, c'est peut-être à cause de la lumière aussi. Est-ce que tu connais des gens qui sont addicts aux réseaux sociaux, Tout le qui... monde est addict. Moi, je connais des millionnaires, ils sont H24 sur leur téléphone. Donc, Ouais, ok, mais à scroller? ouais, scroller sur, comme toi et moi, sur Et ils s'en TikTok. plaignent, genre c'est vraiment, ils disent que ça leur... Ouais, ils savent qu'ils ont des problèmes d'attention maintenant. Mais Ok. c'est plus fort qu'eux. Et après, encore une fois, c'est pas forcément qu'une question d'argent, c'est une question de est-ce que tu en as conscience, d'une part, que tu es victime de ça? Est-ce que tu as quelque chose d'autre qui te permet de compenser? Hmm. Voilà, c'est comme si quelqu'un il souhaitait arrêter la cigarette. Tu peux pas juste lui dire bon bah arrête la cigarette, mais t'as rien en retour. Il faut que tu lui dises voilà, tu peux commencer la cigarette par le sport. Et là voilà, tu remplaces une mauvaise habitude par une bonne. Ah, mais du coup, c'est pas aussi excitant. Et en plus, enfin, c'est vrai que à tout moment, on a son téléphone. Donc, si on attend un bus, on peut scroller. Si on est dans son lit, on veut dormir, mais en fait, on n'y arrive pas, bah, on peut scroller. Alors qu'on n'a pas. Enfin, tu vois, c'est pas, c'est très facile et très accessible. Alors que si, par exemple, tu as une passion, je sais pas, c'est la flûte traversière, Mm. bah, tu vas pas jouer de la flûte comme tu peux prendre ton téléphone et scroller. C'est pour ça que c'est difficile d'arrêter, parce que c'est de l'autodiscipline. Mais si tu es entouré de personnes qui te stimulent, par exemple, au lieu de rentrer chez toi le soir, bah, tu vas réviser avec des amis dans une salle de travail, bah là, Hmm. tu seras moins tenté. Parce que tout le monde travaille, et là, ton cerveau, voilà, il se dit, OK, il faut que je m'adapte, je travaille aussi. Donc, quand tu es chez toi, il n'y a personne qui regarde, il n'y a personne qui va te juger, et ton cerveau de singe va te dire, allez, allez, vas-y, juste 1 heure, tu te reposes. Mais en réalité, tu te reposes pas, tu fatigues ton cerveau. Hmm. Donc, c'est pour ça, si tu sais que tu as des problèmes, il faut pas rester seul. Il faut se mettre de la bonne pression sociale. Super. Bah, je te remercie parce que je savais pas que tu avais cette expérience aussi dans le monde éducatif et pédagogique et je pense que du coup ça va vraiment aider bien les étudiants en plus de ton parcours entrepreneurial. Ah bah, il faut bien passer les concours, hein. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser justement à des lycéens ou des étudiants qui te regardent? Hmm. Dernier message pour les étudiants qui m'écoutent. Ce qui va faire toute la différence dans la réussite de vos études et dans votre réussite professionnelle, et je vous le dis parce que je suis passé par là, à la dure, ça va être votre énergie. À quel point vous mettez de l'énergie dans votre travail, dans vos présentations, dans votre manière de communiquer. L'énergie, ça fait la différence parce que au final, ce qu'on va retenir de vous, c'est pas à quel point vous avez bien parlé, à quel point vous avez bien argumenté, mais c'est quelle énergie vous nous avez fait ressentir. Et c'est ça qui fait la différence. Super, ben merci beaucoup Cyril. Avec plaisir, Léa. C'était un plaisir.